C'est la nouveauté de l'année côté ordi, le Mac Mini M4. Cela faisait longtemps qu'Apple n'avait pas présenté une machine aussi sexy, alors que vaut le séduisant petit pavé d'Apple au registre des performances. Redonne-t-il ses lettres de noblesse à l'ordinateur de bureau? Test complet. Quels sont ses manques? À quel usage est-il taillé? Bureautique, jeux vidéo, montage, MAO? Est-il aussi le serveur idéal par sa petite taille et sa consommation électrique et rikiki pour les entreprises, mais aussi l'arme secrète d'Apple pour déployer à grande échelle Apple Intelligence? Débat. Le Mac. Okay. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ORLM. Très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire avec comme invité cette semaine, comme chaque semaine dans cette émission, le fantastique Laurent Pantanat. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. En plateau, notre ami Stéphane Zibi. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Tu sais que notre audience te surnomme Tonton. Je ne sais pas pourquoi. Tonton Stéphane, c'est ton surnom. Capitaine Haddock. Ou le Capitaine Haddock, c'est vrai que la barbe lui va bien. En duplex du Japon, l'exceptionnel CEO d'Underside, Monsieur Hightech lui-même. Pourquoi Monsieur Hightech lui-même? De grave. Christophe. Bonjour Christophe. C'est toi qui as écrit le lancement là. Qu'est-ce que tu as voulu dire? J'ai pas compris. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas qui a changé le script. Par contre, effectivement, hâte de faire l'émission avec vous parce que j'ai pu mettre la main sur le Mac Mini M4 au Japon. Et il y a une différence de prix, mais on pourra en reparler dans l'émission. Tu as réussi l'exploit non seulement de tester localement le Mac Mini, mais aussi de le tester en remote et prendre le contrôle d'une autre qu'on avait ici au studio. Un salut particulier comme chaque semaine aux membres du club ORLM. C'est notre version premium. Merci de soutenir ORLM et ses équipes contre un abonnement. En contrepartie, vous pouvez regarder les enregistrements des émissions en direct sur YouTube, poser des questions et assister aux enregistrements dans nos studios. Pour ceux qui souhaitent rejoindre le club, toutes les infos sont sur notre chaîne, bien sûr, YouTube. Allez, beaucoup de sondages, beaucoup d'attentes autour de ce Mac Mini. Donc, on a au moins 3 ou 4 sondages ce soir. Premier sondage, quelles sont les avancées que vous plébiscitez dans le nouveau Mac Mini? Et c'est en petite, pas une petite, non, une large majorité pour la performance et les prix, 59,7%, suivi du design compact, 27,3%, le silence, 8,6%, et enfin, seulement 4,3% pour la connectique. Donc c'est de loin, on le voit dans vos commentaires sur Twitter, un plébiscite pour le Mini qui ramène bon nombre d'utilisateurs d'ordinateurs portables à investir dans de nouveaux Mac de bureau, à l'instar, regardez, de Féfé du 83. Salut l'équipe, j'ai vendu mon M1 Pro 16 pouces et j'ai fait un bénéfice de 200 €, ce qui est déjà pas mal. Je rêve d'une émission sur le Wi-Fi, ça va venir, rendez-vous à la fin de l'année. Un comparatif avec des spécialistes, pourquoi plus les routeurs de marque et pas les box opérateurs. Enfin bref, j'ai pas vu de grosse différence entre le 6 et le 6E. Encore une fois, on reviendra notamment avec Christophe en fin d'année sur notre spéciale maison connectée. Il y aura un large éventail de sujets, dont le Wi-Fi 7 qui sera à Bordeaux. Un mot au sujet de nos sponsors, vous les avez entreaperçus dans le décor de notre émission. Cette semaine, il s'agit d'abord de BenQ qui vous propose sa dernière gamme d'écrans conçus sur mesure pour le Mac Mini, vous le découvrez, mais aussi pour les MacBook Pro et les MacBook Air. C'est un écran 27 pouces, 4K UHD. La référence, c'est le MA 270U que nous avons ici en plateau, que nous avons filmé. Il permet de synchroniser la luminosité et le volume entre votre Mac et le moniteur sans effort grâce au logiciel DisplayPort Display Pilote 2 pour que les paramètres simplifiés de l'écran soient similaires à ceux d'un Mac, donc vous n'êtes pas du tout dépaysé. Et on l'avait vu, il peut s'orienter dans tous les sens et mettre un mode portrait si vous le souhaitez. Il dispose de 2 ports USB-C avec charge de 90 et 15 watts, vous le découvrez derrière. Et puis moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le revêtement mat, une dalle nano mat vraiment remarquable qui vont vraiment faire plaisir aux pros. Vous avez 2 modèles disponibles. Nous, on a le 27 pouces à partir de 499 € et 32 pouces
en version un peu plus grande, donc à 599 €. Vous avez toutes les infos dans la description de cette vidéo ou encore en scannant le QR code. Il est déjà en rupture de stock, nous a indiqué nos amis de BenQ, mais les précommandes seront enregistrées, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour précommander et l'avoir avant les fêtes de Noël largement. Autre sponsor, Logitech, qui à l'occasion de la sortie des Mac Mini vendus, rappelons-le, sans clavier ni souris, vous propose une large gamme format, en clair taillé sur mesure pour le Mac Mini, mais aussi tous les autres modèles de Mac, bien sûr. Et vous disposez cette semaine d'une réduction de moins 10% sur toute la gamme optimisée pour Mac en tapant le code ORLM Logi sur le site de Logitech. L'adresse est dans la description de la vidéo ou en scannant ce QR code. C'est notamment le cas de la série Master MX que nous avons en plateau, qui propose un design ergonomique qui s'associe parfaitement avec vos Mac, une charge rapide USB-C, Easy Switch pour connecter un maximum de 3 dispositifs, ou encore le rétroéclairage des touches du clavier, une large gamme donc, mais moi j'ai craqué pour celui-là, pour le clavier MX Mechanical Mini et la souris Logitech MX Master 3. De qui a adopté, à votre avis, la MX Master 3, les amis? Tim Cook. Voilà, Tim Cook qui a, dans une interview, a déclaré qu'il n'utilisait pas la Magic Mouse, mais bien la souris Logitech. Parce qu'elle non, c'est pas ça. Je crois que c'est pire. Je crois que c'est pire que ça. Je crois que c'est en fait par hasard, quoi. Par hasard. Alors, comme on sait que rien n'est laissé au hasard, c'est ça veut dire qu'il y a... Il a retiré un message passé que... Ouais. Non, il y a une photo de lui dans le bureau, je crois, de mémoire que c'est ça. Hein, il y a une photo de lui dans le bureau, et derrière, et comme elle est très reconnaissable... Hein, oui, elle est super ergonomique. Elle est très bien. Elle a également été adoptée par nos monteurs ici au studio. Elle se recharge par là. Et elle se recharge par le devant en prise USB-C. Et vous avez également, vous allez voir, vous avez une large gamme de toute façon, une déclinaison également de la gamme Ergo qui est spécifiquement également conçue pour les utilisateurs de Mac. Vous avez la souris Lift et le clavier WebKeys qui nous veulent du bien avec leur design ergonomique. Voilà pour la page couleur. On passe tout de suite au Mac Mini et on va s'intéresser au design. Voilà, il s'est fait attendre, on a enfin reçu le Mac Mini, on s'est fait plaisir, on s'est fait un petit plaisir de nous faire un petit unboxing. La boîte était plutôt sympa, elle est assez compacte comme on pouvait le voir. Hein. Il tient presque dans la main, hein, ce Mac Mini. Et voilà, c'est vraiment un bel ouvrage qu'a fait Apple. Hein. C'est vraiment une bonne surprise pour cette fin d'année. Un Mac à la fois sexy et qui, vous allez voir, dans les performances, s'annonce prometteuse. Justement, une question à ce sujet des performances de Rove Z06. Les performances du M4 sont incroyables, mais très attendues finalement. Pour moi, c'est vraiment le design compact qui est une grosse avancée. Il porte enfin réellement bien son nom. Ça faisait des années en tout cas qu'Apple n'avait pas commercialisé une machine aussi sexy, un design aussi mini et tout en demeurant accessible. Il est vraiment tout petit, Stéphane. Ah, c'est sûr que les dimensions sont étonnantes parce que c'est 2 fois plus petit c'est quand même un petit cube de 12,7 cm. Là, on peut voir la comparaison par rapport à l'ancien. Donc, il a à peine, c'est un poids de 700 grammes. Donc, on peut même l'emporter sans problème. Alors, c'est une question qu'on se posait. Est-ce que ça pourrait être un ordinateur à emporter? On pense à des musiciens qui ont besoin de faire des prestations sur scène, qui n'ont pas besoin de se coltiner forcément un portable et ils cherchent une solution plus économique. Christophe, qu'est-ce que tu penses de cet ordinateur de bureau à emporter ou Laurent? Oui, quelque part, je pense que le MacBook ou le MacBook Air fera très bien l'affaire dans le cadre d'un ordinateur à emporter. C'est peut-être un petit peu un fantasme, mais malgré tout, oui, il est très petit et donc peut se mettre facilement dans un sac à dos. Donc pourquoi pas en fait les moments où on en a vraiment besoin, où on a besoin d'un peu de puissance, on peut même en prendre plusieurs peut-être. Mais sinon effectivement le fait de devoir quand même malgré tout prendre un écran avec pour un musicien c'est un peu plus embêtant. Par contre effectivement si on est entre la maison et le bureau et où de temps en temps en fait on vit dans une maison ou une autre, pourquoi pas avoir le Mac Mini qu'on transporte également avec. Laurent? On a un auditeur qui nous a dit que pour lui, c'était la première fois qu'Apple sortait un ordinateur de bureau transportable. Tu vois, vraiment, parce que tu vois, en fait... Pas en 84 avec le premier Mac, quoi. Non, mais qui était, tu te rappelles, il le mettait dans le vélo, dans sa sacoche avec le vélo. Il y a une poignée. Non, là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, comme l'alimentation est interne,
ça veut dire que tu peux vraiment le transporter. Tu as besoin de rien pour le transporter, quoi. Et tu vois, moi, je réfléchis, j'ai mon bureau à Paris, mon bureau en Corse. En Corse, j'ai mes 2 écrans, j'ai mon clavier, j'ai mon trackpad en plus. Finalement, je me dis, pour la première fois, je pourrais avoir... ça devient une machine transportable. J'ai pas vu l'épisode parce que j'ai un peu de retard sur YouTube, mais on me disait que Marques Brownlee, le YouTuber tech américain, a dit que lui, il venait de l'intégrer dans ses process. Oui, parce qu'il se baladait avec un iMac. Il se baladait déjà avec un iMac Pro, mais il y a mieux, hein, quand même. Voilà, donc là maintenant, il doit réintégrer. Donc oui, il est quand même plus épais. Hein. Il faut pas perdre de vue que ça reste. On l'a vu, si on veut revoir sur la vidéo, effectivement, qu'il est beaucoup plus petit, mais qu'il est un peu plus haut, effectivement, nettement plus haut que l'ancien modèle, effectivement. Mais ça reste quand même de la belle ouvrage. C'est vraiment un produit qu'on espérait avoir depuis quelques années. Et on va essayer de comprendre aujourd'hui pourquoi il arrive maintenant. On a une petite théorie, on en parlera juste après le busomètre. Regardez au registre du design et de l'encombrement, le chemin en tout cas parcouru par rapport à la première machine tout en une de professionnel et assez compacte, c'était le Power Mac Cube lancé en l'an 2000 et qui inaugurait ce concept de machine tout en une. On voit véritablement le chemin parcouru, la différence. Il tient vraiment dans la base, voilà, en 20 ans, voilà le chemin parcouru qui est assez phénoménal quand même. Et sachant que là, il y a quand même une différence de taille, c'est que en fait, le Mac Mini, c'est la taille de la lime du Cube, parce que la lime était externe, là, elle est interne dans le Mini. Une réaction de Steven Klimovic sur Twitter. Machine compacte à puissance intéressante, mais aussi avec une connectique tellement faible pour une machine de bureau qu'il va encore falloir faire traîner un hub USB sur le bureau. Disque scandaleusement petit avec prix des options usuriers. Voilà qui est un tweet sévère. Alors pour le prix et le SSD, on va en parler tout à l'heure, on a un chapitre pour ça, mais pour la connectique, c'est tout le contraire, hein, plutôt une bonne surprise, les amis. Hein. Laurent. Ouais, on a été agréablement surpris parce que c'est vrai que on a passé par une phase où les machines avaient de moins en moins de prises. Et puis, comme il a réduit en taille, on se dit... Progressivement, les machines Apple ont retrouvé des prises, donc on avait quand même pas mal d'espoir. Et donc on a quand même 3 ports Thunderbolt et / USB-C en arrière, 2 en façade. Donc tu vois, on est plutôt bien. Donc ça nous donne un HDMI qui prend en charge le 8K à 60 Hz. On a, tu peux brancher 2 moniteurs externes. Alors tu peux en brancher 2 en plus, mais au total il y en a 3. Tu peux en mettre 3 via les ports USB-C Thunderbolt dont je venais de parler. Donc tu as l'HDMI et les ports USB séparés. Attention, hein, tu es quand même limité en résolution cumulée. Hein. Ouais, donc il faut quand même bien avoir de la RAM. Hein. Ouais, il faut. Ça tombe bien, il y en a 16 Go dans le standard maintenant. Oui, tout à fait. Mais voilà, ça vaut le coup. Et puis c'est pas tout à fait la même chose entre tous les modèles. Donc ça vaut le coup de se creuser un petit peu la tête au moment où on veut le faire. Ouais, Didier qui nous a été préparé l'émission, mais qui n'est pas là avec nous cette semaine, nous disait qu'il a réussi à le brancher sur plusieurs écrans simultanément, un 5K d'Apple, un 6K d'Apple et le même BenQ que le nôtre ici, mais une version 32 pouces. Et il a rencontré aucun souci de latence, y compris la version de base qu'on a là, puisqu'on a reçu la version de base M4. Voilà, donc tu disais 3 Thunderbolt 4, voire Thunderbolt 5. Hein, tout à fait. Sur la version M4 Pro. Exactement. Donc qui double les débits, par exemple Ethernet Gigabit, et puis tu sais, on a aussi, c'est aussi une option que tu peux activer si tu le veux. Donc c'est dans la prise de commande, tu as choisi cette option, 115 €. Voilà, il n'y a plus du USB-A en revanche, hein, qui était encore sur l'ancienne version du Mac Mini et sur le Mac Studio. Donc le USB-A est définitivement arrêté. Excellente nouvelle. Et puis, toi qui adores la musique en façade... Il y a un jack encore qui perdure, tu as vu. Pour les monteurs, c'est indispensable. Bien sûr. Voilà. Il y a 2 ports USB-C et un jack toujours qui perdure. Et ça, c'est très bien, toujours. Voilà. Alors, Christophe, l'autre bonne surprise, on a vu ça grâce à nos copains d'iFixit, enfin nos copains, façon de parler, c'est que ce Mac Mini ne serait moins fermé que les générations précédentes. C'est assez étonnant. Hein. Tout à fait. Alors, juste pour rebondir sur le sujet juste avant, le grand manquement quand même, c'est peut-être le lecteur de carte pour pouvoir décharger les photos, les images, les vidéos, en fait, quand on a une carte. Mais bon, voilà, c'est pas très grave par rapport à tous les autres bénéfices. Alors oui, effectivement, par rapport à ce que tu disais, Olivier, la bonne surprise, c'est que a priori, le SSD, en tout cas le disque en fait qui nous permet le stockage des informations, serait non solidaire de la carte mère, donc ce ne serait pas soudé, et on pourrait le
le retirer, le changer, pourquoi pas par la suite. Maintenant, ça reste un format qui est totalement propriétaire, bien particulier, avec le contrôleur, lui, est sur la carte mère, etc. Donc, à voir ce qui sera possible de faire. Est-ce que Apple va nous permettre d'avoir comme pièce dans le futur pour pouvoir changer tout ça? Mais ça, c'est une excellente nouvelle, parce que ça veut dire que du coup, on va pouvoir privilégier la mémoire RAM, sans pour autant penser tout de suite au disque en fonction de son budget, et après changer le disque quand on peut le faire plus tard. Maintenant, reste à voir effectivement si Apple va nous donner l'option de pouvoir le faire. Ouais. Laurent, oui. Ouais, je suis très très étonné par ce choix, surtout par le port propriétaire, quand tu sais que tu augmentes drastiquement les coûts quand tu deviens sur quelque chose de propriétaire, même en coût d'acquisition. Comme le soude, tu veux dire. Oui, non, mais si le soude, ils le font eux-mêmes, c'est dans leur processus. Mais à partir du moment où tu mets une prise, c'est que tu peux le changer. Mais donc, si tu peux le changer, c'est que tu dois pouvoir la réparation. Tu dois pouvoir offrir l'option. Le problème, c'est que du coup, si c'est propriétaire, Apple va vous proposer à un tarif Apple. Donc, sauf à ce que quelqu'un arrive à faire du sort de reverse engineering et arrive à trouver. C'est fait déjà. Il y a des revendeurs qui le proposent déjà en France. Ce que je veux. Changer le SSD, changer même oui. Il y en a qui ont réussi à le faire. Même la puce de tes Mac qui sont soudés, ils peuvent te les changer, les SSD. Ça coûte un peu cher. Un peu cher, mais ça t'a coûté une blinde. Oui. En fait, ils te dessoudent quelques centaines d'euros, mais ça coûte moins cher que le tarif d'Apple, c'est clair. C'est ça qu'ils font. Après, la bonne surprise aussi, c'est effectivement le Thunderbolt dont on va parler, les ports Thunderbolt dont on va parler par la suite. On a fait des essais en studio autour de ça, mais ce qui offre aussi la possibilité. Alors, j'imagine qu'on va avoir dans les commentaires, oui, mais c'est pas normal, on devrait avoir des disques plus gros, etc. D'entrée de jeu, et je suis d'accord. 256 aujourd'hui, c'est peu, mais malgré tout, en fait, le fait de pouvoir avoir ce disque détachable et pourquoi pas qu'on peut échanger, plus le fait de pouvoir mettre un disque externe en fait qui soit plus rapide que le disque interne, on en reparlera, mais c'est quand même pas mal, quoi. De toute façon, si vous êtes monteur vidéo, là il faut plutôt monter en gamme. Et si vous utilisez par exemple un M4 Pro pour faire du montage, même 512 ou 1 Tera, très rapidement, si vous avez des besoins exigeants comme nôtre, le disque est très rapidement plein. Donc il faut utiliser des disques externes assez rapidement. Nous, on monte exclusivement sur des SSD externes ici au studio, parce qu'on est tellement submergé par le nombre et qu'on manque un petit peu d'organisation aussi, il faut bien l'avouer. Les disques sont vite pleins. Regardez cette réaction de Twitter de Mano, je ne savais pas, mais apparemment le Mac Mini possède un haut-parleur intégré. Faut-il le job ou faut-il vraiment investir dans une paire d'HomePod Mini pour avoir un son correct? On a fait quelques images avec le HomePod Mini, on a surtout essayé de vous faire écouter le son. Alors je ne sais pas si on a la possibilité de nous diffuser l'image, je crois que oui, on regarde. Au sommaire de Refait le Mac cette semaine, le tout nouveau MacBook Pro motorisé par la puce M4. Une nouvelle génération pour laquelle Apple nous promet un bond spectaculaire des performances. Est-ce que nos benches confirment ce regain de puissance? Quid du Thunderbolt 5? Que donnent les premiers tests de copie de fichiers? Donc vous aurez compris qu'on a enregistré simplement une séquence à l'iPhone avec le micro d'ambiance de l'iPhone, donc c'est très honnête. Alors, évidemment, le son est de mauvaise qualité au sens qu'il n'est absolument pas spatialisé, pas de profondeur. Pas de profondeur, c'est mais, bien quand même. Mais ça fait le job. Mais vous avez vu que nous on rajoute des HomePod, là, ils n'étaient pas actifs. Si vous voulez vraiment écouter, on refait le Mac ou regarder un film comme il se doit, il vous faut des écouteurs stéréo évidemment, ou encore un casque. Ouais, donc en gros, voilà, privilégier plutôt des enceintes externes. Voilà, on a fait le tour déjà du design qui est plutôt ça permet surtout de faire sortir les sons système, hein. Ouais. Les bips, les notifications, c'est le but, hein. Ouais, c'est plutôt bien. Mais encore une fois, voilà, bien qu'il soit compact, et sachez, mon cher Mano, que depuis que le Mac existe, il y a toujours eu un haut-parleur dans les ordinateurs de bureau d'Apple. Voilà, on a fait le tour du design. On va s'occuper maintenant du busomètre avant de revenir sur une théorie, vous allez voir, qui est assez intéressante sur la raison de laquelle, du pourquoi ce Mac Mini arrive maintenant. On parle d'abord du busomètre. Le busomètre, ce sont les actus rumeurs qui ont le plus buzzé sur la planète Apple et sur le site Mac Forever. Et en l'absence de Didier cette semaine, c'est l'ami Laurent qui s'y colle. Alors, j'ai plus le droit de faire de blagues sur le profil de Didier parce qu'il paraît qu'on a trop abusé, donc je la fais pas. Mais non. Mais je le dis. Eh bien, écoute, première info, on va enfin avoir une télé Apple. Mais non. C'est une première rumeur, tu veux dire. Non, on va avoir une télé Apple. Mais non.
Alors bon, juste pour remettre dans le contexte, on a le sentiment que Apple a mis beaucoup d'énergie sur l'Apple Vision et que depuis, ça marche pas si bien que ça, et qu'ils sont un peu tout feu tout flamme sur tous les autres sujets. C'est intéressant parce qu'on a eu plusieurs personnes qui ont parlé, dont Tony Fadell. Hein. Je recommande toujours d'aller voir l'interview que tu as fait de Tony, qui est géniale, et qui dit « Ah, je suis très content enfin qu'Apple aille vers un écran ». Donc tout le monde parle d'un petit écran. C'est quoi? C'est Grumman qui a sorti encore lui? Donc on parlerait d'un petit écran, tu vois, d'espèce de HomePod, un peu comme le Amazon que tu aimes bien là, et on parlerait d'une télé vraiment grande. Étonnant. Donc, bon, c'est que les choses soient claires entre nous, ça reste là où il faudrait faire un niveau de possibilité. Un busomètre qui indique le niveau de fake. Je te vois circonspect, mon cher Christophe. Oui, c'est quelque chose dont on rêve depuis pas mal de temps, d'avoir une télévision made by Apple, d'autant plus que tu le sais très bien, la plupart des constructeurs de télévision ne font que acheter les dalles chez les fabricants de dalles que sont LG et Samsung, globalement. Et Apple fait partie des seules entreprises à quand même pouvoir tirer son épingle du jeu, dans le sens où ils sont capables de créer des écrans, capables de créer des dalles. Donc ça reste une rumeur, mais tu te souviens, dans la biographie de Steve, il en parlait. C'était un de ses vieux rêves. Est-ce qu'un jour, son entreprise finira par donner vie à une véritable Apple TV avec une espèce de console intégrée ou un Mac intégré? On ne sait jamais. Et peut-être tactile, pour te faire plaisir, Olivier. J'y pense pas. J'y crois pas, là. Pour le coup. J'y pense pas. Là, c'était effectivement une blague. Allez, après la télé d'Apple, on parle de l'iPhone SE, mon cher Laurent. Écoute, il faudrait encore attendre 4 mois, mais a priori, un nouvel iPhone SE... Pour les 5 ans, ils peuvent, hein. Oui. Pour les 3 ou 4 ans. Donc, un iPhone SE serait sur la rampe de lancement, donc il sera annoncé d'ici 4 mois. Donc, après, c'est marrant parce que c'est le seul téléphone, finalement, qui a un cycle de vie, tu vois, avec des sauts... Et en plus, si vous regardez dans les sites de vente de téléphones reconditionnés, un des meilleurs rapports qualité-prix, c'est le SE2 de 2020. De 2020, il est encore compatible iOS 18 et il vaut 150 €. Voilà. Ah, c'est fou. Donc, et pour un premier téléphone pour un enfant, c'est vrai. Il n'y a rien de mieux. Pour un ado, dirons-nous. Un ado. On a des infos sur ce qu'il doit ressembler. Ils vont toujours avoir le bouton à la marge et j'espère qu'ils vont nous mettre au moins du Face ID. Non. Ils vont nous mettre... On pense que ça arrivera au printemps. Tu vois, il y a un travail sur l'appareil photo, bien sûr. C'est un minimum. Sur le sujet. C'est Ming Chi Kuo qui publie ça, donc c'est plutôt côté Chine. C'est l'autre grand liqueur. C'est l'autre grand, c'est le côté plutôt... Il sort quand habituellement celui-là? C'est à peu près effectivement au printemps, généralement, chaque année. Ok. Alors il y aurait... ça pourrait être aussi... Alors attention, là où c'est intéressant quand même, il y a un point... qui mérite d'être noté, c'est qu'on a parlé dans les précédentes émissions du fait qu'Apple travaillait sur sa puce radio et 5G. 5G et ça pourrait être une puce 5G Apple. D'accord. Donc on n'en est pas sûr, bien sûr, on en reste encore dans le busomètre, mais ça pourrait être, et ça serait peut-être une façon de le tester. Tu vois, avant de le mettre sur un pro où du coup l'enjeu est plus compliqué. Christophe, tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais exactement dire ce que Laurent vient de dire, effectivement, que la grande rumeur, en fait, qui est liée avec l'apparition de cet iPhone SE4, ce serait effectivement ce modem très particulier fait par Apple. Et franchement, ce serait une grande nouvelle, en fait, pour le reste de la gamme, parce que Apple les utiliserait et sur le SE, mais sans doute le reste de la gamme, en fait, plus haut de gamme, on va dire. Donc pourquoi pas, ça pourrait être une bonne nouvelle pour l'économie d'énergie et plein de choses. Après les iPhones, on s'intéresse à nouveau aux AirTags. Oui, c'est sous le nom de code de B589. Et en fait, Apple lancerait les AirTags 2. Alors, ça serait la même chose que les 1. C'est-à-dire la même forme, en mieux. La puce ultra wideband, tu sais, qui permet de le positionner, serait un peu plus, tu pourrais le trouver de un petit peu plus loin. Plus précise, d'un petit peu plus loin. Et soi-disant, ils auraient ajouté des fonctionnalités respectant plus la vie privée. Et là, je suis assez étonné sur cette annonce, parce que pour moi, les annonces sur la vie privée, c'est plutôt du software.
que du hardware, tu vois. Donc, il y a 2 cas d'usage mauvais. Hein. C'est celui où on se sert pour traquer une voiture ou traquer une personne. Mais oui. Et il y a déjà des choses, hein, puisque quand tu es une personne, sur ton téléphone, tu as alerté en permanence que tu as quelque chose qui te suit. Moi, par exemple, quand mon fils est avec moi, il me dit attention, vous avez des AirPods qui vous suivent, quoi. Donc, en permanence, il me dit que je suis suivi, quoi. Pareil pour la voiture, quand ma femme prend la voiture avec mon trousseau de clés, le trousseau bip et lui dit attention, vous avez. Mais tu sais bien que ceux qui hackent les AirPods les AirTags pour pouvoir te suivre à ton insu, parce qu'après tout, tu pourrais effectivement être prévenu via un écran, mais tu fais pas forcément attention. C'est qu'automatiquement sur la génération actuelle, tu as un haut-parleur, il se met à sonner et la plupart des hackers de ce système retirent. Moi, j'ai retiré, moi. Voilà, ouais, moi, le haut-parleur, et donc tu sais pas que tu es suivi. Donc, oui, mais ton téléphone téléphone te le dit quand même. Oui, si tu as un iPhone. Non, tu as un logiciel sur Android pour te le dire. Apple a fourni un logiciel pour Android. Mais il faut l'installer. Mais bon. Donc il y a moyen de hacker le truc. C'est ça. Après les AirTags, on revient à l'iPhone à nouveau, mais un iPhone Air, Kezako. Alors, c'est un autre bruit de couloir. Il se pourrait qu'iPhone sorte le plus fin iPhone jamais conçu, sachant que jusqu'à ce jour, l'iPhone le plus fin, c'était l'iPhone 6. Oui, il faisait 6,9 l'iPhone qui se pliait, c'est ça 6,9 mm d'épaisseur, donc c'est vraiment fin. Et donc ça serait le plus fin, et ça serait un iPhone 17R. Donc, tu vois, ça serait pas pour la prochaine. Tu vois, si, on y est là. Oui, ce que je veux dire, c'est ça serait pas comme l'iPhone SE qui sortirait hors année. Septembre. Il sortirait avec la gamme plutôt qu'un complète. iPhone pliable, on irait plutôt sur un modèle très léger, et c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous posent des questions, d'autres gens qui nous écoutent ou qui nous regardent. Souvent, ils nous disent, est-ce que vous pensez qu'ils vont ressortir comme l'iPhone 12 ? Tu te rappelles, le mini et où il y avait... Et ce téléphone plaisait. Il y a plein de gens qui trouvaient que c'était d'avoir un petit téléphone, disponible. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'avoir un grand écran, qui veulent avoir un téléphone avec le contenu. Ça, c'est un téléphone pliable. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Je te donne juste... Sinon, il n'aurait pas arrêté. Je te donne juste ce que c'est. Donc, la finesse, elle est descendue au niveau record de l'iPad Pro, qui est aujourd'hui 5,1 mm, parce que c'est le plus fin. Voilà. À suivre. Ce serait aussi fin qu'un iPad Pro. À suivre. Dernier élément, pour terminer, Donald Trump. Oui, alors... Ceux qui ont suivi les élections et qui s'intéressent aux élections américaines savent que c'est pas le même système qu'en France. En France, quand un président est élu, dans la semaine à 2 semaines et demie après, il dort à l'Élysée. Hein. La passation de pouvoir se fait rapidement. Aux États-Unis, c'est un petit peu plus subtil. Les élections ont lieu le premier mardi du mois de novembre. Ensuite, il y a des élections des États au tout début décembre pour redonner. Et il ne prend effectivement les rênes que le jour après sa prestation de serment. Et je crois qu'elle est le 20 janvier 2025 cette année pour Donald Trump. Donc, il dormira là-bas. Mais pendant cette phase intermédiaire, entre les deux, il y a ce qu'on appelle une passation de pouvoir, et les deux cabinets, c'est-à-dire le président sortant et le nouveau élu, travaillent ensemble. Et ce qu'a fait Donald Trump, c'est qu'il a commencé à nommer, on va dire, ses ministres. C'est pas des ministres, parce que c'est des secrétaires d'État, mais il a commencé à les nommer. Et donc, il a nommé le secrétaire d'État en charge de la FCC, qui est la haute autorité de gestion des télécoms aux États-Unis. Il a nommé une personne qui s'appelle Brennan Carr, qui est déjà au sein de l'autorité. Il l'avait nommé lors de son premier mandat, mais maintenant, elle en prendrait la tête. Et il est plutôt libertarien, quoi. Il est plutôt pour la liberté d'expression dans le sens ultime. Et en fait, il considère que les Google, Apple, Microsoft, Facebook ont eu tendance à faire du filtrage d'informations, et donc, de dire définir ce qui était fake news et pas fake news. Et donc, il a dit qu'il allait faire péter ce monopole. Donc voilà. Manière de faire payer les GAFAM qui l'ont pas soutenu, contrairement à Elon Musk, quoi. Voilà. Et il est pour le coup totalement soutenu par Elon Musk. Ça promet. Alors, on va essayer de prendre un petit peu d'altitude et voler un peu plus haut avec notre sponsor. Cette semaine, il s'agit bien sûr de BenQ qui vous propose sa dernière gamme d'écrans conçus sur mesure pour le Mac Mini, mais aussi les MacBook Pro ou encore les MacBook Air. Il s'agit du MA270
U, ou MA270U, pardon, l'écran 27 pouces 4K UHD que nous avons ici en plateau. Il permet de synchroniser la luminosité et le volume entre votre Mac et le moniteur sans effort grâce au logiciel Display Pilot 2 pour que les paramètres simplifiés de l'écran soient aussi simples et similaires à ceux d'un Mac avec un écran intégré. Il dispose de 2 ports USB-C en plus de pouvoir, voyez, se pivoter et se mettre en position verticale. On peut poser l'iPhone grâce à son petit revêtement en tissu qui ressemble à du cuir. Il y a plein de connectiques à l'arrière, 2 ports USB-C qui permettent de charger en 90 et 15 watts. Et moi, ce que j'ai le plus aimé, on l'a entreaperçu, c'est la dalle Nano Mat. Elle est vraiment super. On est blindé de lumière ici dans le studio. Regardez, il n'y a quasiment aucun reflet pour les pros de l'image et de la vidéo. C'est le modèle qu'il vous faut. 2 modèles sont disponibles, le 27 à 499 € et le 32 pouces à 599 €. Le lien sont dans la description de la vidéo. Autre sponsor, Logitech, qui à l'occasion de la sortie des Mac Mini vendus, rappelons-le, sans clavier ni souris, vous propose une large gamme Mac en clair taillé sur mesure pour le Mini et aussi tous les autres modèles de Mac. Vous disposez d'une réduction de moins 10% sur toute la gamme optimisée pour Mac en tapant le code ORLM Logi. Regardez, toute la gamme, elle est large, tous les modèles que propose Logi. Tous les détails sont dans la description de la vidéo. Vous avez également un QR code. Rendez-vous donc sur le site de Logitech avec le code ORLM Logi. Moi, j'ai beaucoup aimé notamment la série Master MX pour son design ergonomique qui s'associe parfaitement à vos Mac. Une charge rapide USB-C, Easy Switch pour connecter au maximum 3 dispositifs ou encore le rétroéclairage des touches du clavier. Une large gamme donc. Moi, j'ai beaucoup aimé vraiment le Mechanical qui est là, le MX Mechanical Mini et la souris Logitech MX Master 3. Le choix de Tim Cook, figurez-vous. Merci à nos sponsors de nous soutenir. Une question Twitter avant de terminer avec ce busomètre de Jupin Timothy. Bonjour la team, j'ai envie d'en faire un serveur domotique combiné à une gestion NAS avec quelques SSD externes, petits, puissants et économes. Je pense que ce serait un choix judicieux pour être tranquille pendant de nombreuses années. Et si le Mac Mini, avant tout d'être un ordinateur grand public et qui, je pense, va bien se vendre, était un formidable serveur. Est-ce que le Mac Mini serait en gros le serveur caché d'Apple officiellement, messieurs, il n'y a plus de serveur chez Apple depuis le XR. Depuis le XR, cela ne rajeunit pas. Je crois que c'est en 2002, je crois, de mémoire, si ma mémoire ne me fait pas défaut. On sait, Christophe, que le Mini est déjà très populaire dans les entreprises comme serveur. Et toi, tu en as installé déjà énormément. Ah oui, nous, on en installe vraiment toutes les semaines dans différentes entreprises, dans différentes versions et dans différentes configurations. Mais effectivement, c'est une machine qui est à privilégier lorsqu'on veut mettre un serveur sur un réseau, qu'il soit grand ou petit, peu importe les besoins. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose de bien. Il y a moyen de faire de la redondance parce qu'on peut en mettre plusieurs. On peut faire des grilles de calcul, des grilles d'inférence pour l'intelligence artificielle. Ça consomme presque rien. Et en plus de ça, aujourd'hui, déjà maintenant, avec le nouveau Mac Mini, des fournisseurs sont capables de te fournir des baies de montage, tu vois, pour venir les placer dans des armoires serveurs 19 pouces. Ça prend 1,25 unité de haut, ce qui n'est pas du tout un problème parce que beaucoup de gens qui ne font pas d'armoire serveur pensent que il faut absolument une unité, pourquoi 1,25, etc. Mais ça n'a aucune importance parce qu'en fait globalement tu as différents trous sur une armoire serveur en fait et tu peux les positionner un petit peu comme tu le désires, quoi. Ouais. Donc en fait voilà, effectivement c'est un peu le serveur qui est économe en énergie, qui est puissant, qui est hyper facile. Quand tu veux faire une image du serveur, c'est avec tous les outils d'Apple, en fait, c'est facile. Tu copies, tu colles en fait à un autre endroit. Tu veux faire un backup, en fait, tu utilises Time Machine, etc. Enfin, tu as tellement de choses. Tu peux faire des sauvegardes sur le cloud comme tu le désires. C'est génial. Tu disais les serveurs, donc l'unité de mesure, c'est le U. Donc le XR, c'était un 1U, je crois, de mémoire. Et il faisait 4,45 cm de hauteur. Maintenant, c'est un peu plus haut, 5 cm. Effectivement, tu peux adapter. On le voit, le XR, regardez, ça n'origine pas, c'était Steve qui l'avait présenté.
à l'époque où Apple avait beaucoup d'ambition pour les entreprises. C'était encore une fois il y a une bonne vingtaine d'années. Alors, est-ce que vous croyez à ces théories qu'on avait évoquées ensemble, les amis, il y a déjà 2 semaines, lorsqu'on a déjà commencé à parler du Mac Mini, selon lequel ce Mini serait le serveur caché d'Apple, non pas pour les entreprises, ça on l'a bien compris, ils les adoptent déjà en masse, avec les avantages d'être plus compact, mais son arme secrète, Stéphane, Laurent ou Christophe, pour équiper les entreprises, ou plutôt les besoins d'Apple en matière d'IA, parce qu'Apple a besoin d'une infrastructure relativement économe en énergie, relativement puissante, relativement économe en prix, et on s'aperçoit que cette machine, si on en fait une ferme de serveurs, ça peut être la solution. Est-ce que ce n'est pas le serveur caché pour déployer l'infrastructure d'Apple Intelligence, Laurent ? C'est probable. Hein. Il y a déjà des sociétés qui le testent, hein, avec le fait d'avoir ces ports Thunderbolt 5, donc tu peux les chaîner, donc tu peux les piloter. On a parlé, Christophe a parlé à très juste titre du 1,25 en hauteur, mais comme ils sont pas très profonds, tu pourrais avoir sur ton rack, tu pourrais en avoir plusieurs en profondeur. Oui, il faut que le dégagement thermique est ridicule. Voilà, donc du coup, ça veut dire que ouais, c'est possiblement, c'est peut-être la petite machine. Même Apple, hein, on n'est pas certain que derrière leur ferme aujourd'hui de serveurs, ils vont pas les mettre là-dessus. Hein. Oui, on pourrait imaginer peut-être qu'Apple soit le. Enfin, là, ils ont déjà une chaîne à leur disposition, ils peuvent après se le personnaliser, quoi. Ah, ça c'est sûr. Maintenant, après. Par rapport au gros GPU d'NVIDIA, oui, ça bien sûr, voilà, c'est ça, voilà. C'est en gros, si on n'a pas réussi à avoir des NVIDIA, peut-être. Non, mais Apple se refuse. C'est une première piste, en fait, c'est intéressant. Apple se refuse à utiliser pour le moment les GPU d'NVIDIA. Encore faut-il pouvoir en avoir parce qu'ils sont rares sur le marché et coûtent très cher. Exactement. Parce que c'est des GPU qui disent GPU de grosses stations de travail ou de machines de guerre de jeux vidéo consomment énormément d'énergie. Hein, c'est ça, Christophe. Ouais. Oui, tout à fait. Effectivement, sont des cartes en fait qui sont très puissantes. On les a vues être utilisées pour différentes choses, entre autres le minage de la crypto, de l'intelligence artificielle. On parlait d'inférence, ça tournait là-dessus aussi. Donc les GPU en fait sont très forts sur des opérations en virgule flottante, mais l'arrivée d'Apple Silicon a changé beaucoup de choses avec un compétiteur quelque part en fait qui peut-être à moins de puissance brute sur certaines opérations, mais par contre, en termes d'énergie, quelque chose d'incroyable. En termes de gestion d'énergie, c'est quelque chose d'incroyable, quoi. On a des chiffres sur la consommation énergétique que nous a passé Didier. Didier nous a passé des chiffres qui sont intéressants, parce qu'on dépasse rarement les 5-15 watts au repos sur cette machine, en faisant du web, par exemple. Et les équivalents PC sont plutôt autour de 40-50 watts, ce qui correspond au lancement d'un jeu, donc là où il y a vraiment beaucoup de puissance, sur notre Mac Mini que nous avons là, voilà. Et c'est vrai que si on le pousse un tout petit peu, donc 100% de CPU et de GPU, la machine fait grimper la température interne à 100%, autour de 60 degrés sur le dessus de la coque. Ouais, donc c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. On peut pas encore cuire un œuf sur le plat. Non, c'est contre 30 degrés pour le reste du temps, voilà. Ouais, donc on pourrait très bien imaginer vraiment des fermes de serveurs. C'est ça ce qu'on a entreaperçu dans la vidéo de Didier, c'est qu'on pourrait les empiler et puis les chaîner. On a d'ailleurs c'est vachement bien. Ouais, quelques youtubeurs qui sont quand même déjà amusés. Ils regardent, ils ont même mesuré la consommation en temps réel en électricité. Ces 5 Mac Mini chaînés consomment ensemble moins de 30 watts. Est-ce que c'est pas ça finalement l'arme secrète, encore une fois, Christophe? Oui. Donc en fait, pour le petit exemple qui est donné, c'est 30 watts vraiment à l'arrêt. Donc c'est sans faire d'opération, mais malgré tout, c'est déjà une performance en soi. Et puis ce genre de petites tours comme ça, en fait, tu vois, ça prend plein de place. C'est vraiment fait ici pour le cas, c'est fait sur mesure. Mais oui, c'est certain que des entreprises qui demandent de la puissance de calcul, et de plus en plus aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre, parce que t'as pas forcément envie de toujours avoir ton intelligence artificielle qui tourne sur le cloud. T'as peut-être envie de l'avoir localement parce que c'est de l'information confidentielle, que t'as pas envie de la donner aux GAFA, etc., etc. Donc c'est une alternative potentielle, et aussi pour Apple, franchement, je serais à la place de Tim Cook, mais jamais de la vie je fais tourner mon intelligence artificielle sur du NVIDIA. Jamais de la vie, en fait. Si c'est un aveu de faiblesse que de faire ça. Oui. Rien. Je trouve ça un peu dingue de dire ça, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'il y a la Terre entière qui a tort, donc.
Non, pas l'intérêt en tant que tel. Non, c'est pas ce qu'a dit. Non, Il a dit que j'ai mal entendu, les gars fabriquent leurs propres puces, Ah oui. sont capables de designer leurs puces. S'ils ils vont sur C'est une les belle puces manière d'un de montrer leur différence. Oui, Sur bien ce sûr, point, bien on sûr, peut- bien sûr. Non, mais le truc, moi, qui m'ennuie chez Nvidia, c'est la rareté. Et en fait, le fait qu'ils soient en position dominante, et j'aime pas les gens qui sont en position Non, dominante. moi, ce qui me dérange chez Nvidia, c'est que, c'est que ça consomme énormément et que pour une moindre requête sur ChatGPT, voilà, bien, il y a certains GAFAM qui ont privatisé des centrales nucléaires aux États-Unis. Bah oui. Hein. Ça commence par G, ça finit par E. Donc, Ça commence par M, ça finit par Microsoft. Voilà. Donc, ça vous donne une idée de la puissance de calcul que ça nécessite, quoi. Donc, ça laisse un peu. Il y a aussi une réalité écologique qui est celle-là. Donc, c'est intéressant ce que veut faire Apple. Mais on a bien conscience que la marche est haute. On est là, sur ce point. Je suis d'accord avec toi, de s'attaquer sur ce terrain-là ou en partant avec autant de retard, c'est un sacré challenge. On est là pour observer, on comptera les points à la fin de la Et partie. en fait, non, ce que je veux dire, pardon, sur ça, c'est que pour moi, dans cette histoire-là, le seul qui pourrait tenir Nvidia, c'est Apple, en fait. Le seul qui pourrait éventuellement être une véritable Ben, alternative. ça va dans le sens de ce que disait Christophe. du coup, finalement. Pardon. Et en fait, c'est les seuls. Mais simplement, j'avais dit que c'est le début. Non, pardon, excuse-moi, Christophe. J'ai entendu que la fin où j'étais troublé. Non, mais ça suffit, monsieur. Et là, en fait, non, ce que je veux dire par là, c'est que le début de ce qui se passe avec le Mac Mini et le mouvement de ce que les gens eux-mêmes sont en train de faire, peut-être ça pourra les encourager à accélérer. Je ne sais pas si le Mac Mini sera le cœur C'est un début. d'Apple Intelligence, mais ça montre qu'il y a des solutions. Ouais, et c'est Il y vachement a bien. notamment Qualcomm qui travaille énormément aussi du côté de Windows, notamment, hein, pour essayer de proposer des solutions alternatives. Donc, ils ne sont pas tout seuls, Apple, à le faire. Bien sûr. Et on voit que Qualcomm suit exactement le même chemin pour botter, comme si malheureusement ils sont déjà bien bottés par Nvidia, Intel carrément du monde PC. Hein. Intel, c'est voir la capitalisation boursière d'Intel, ça fait mal au cœur. Ouais. Allez, on enchaîne avec ce que vous attendez le plus, à savoir qu'est-ce que vaut au régime des performances ce magnifique Mac Mini M4. Alors, qu'est-ce qui vaut ce petit Mac Mini? On s'est plutôt d'abord intéressé à la version de base, la version à 699 €, la version de base sans la version Pro, le M4 tout court. Elle se distingue, petit rappel, surtout de la puce M3 par l'arrivée de 2 cœurs supplémentaires, 2 cœurs économiques, de quoi bien booster les performances. Donc en tout, il y a 6 cœurs en tout contre 4 précédemment. Apple annonce et promet des performances 3 fois plus rapides qu'un Mac Mini M1, 13 fois plus rapide qu'un Mac Mini Intel, le dernier sorti le plus performant. Alors, on avait déjà vu la semaine dernière que les performances du M4 Pro étaient impressionnantes sur le MacBook Pro. Le M4 tout court embarque dans la version de base du Mini M4 et est également très performant par rapport au M2. Vous allez voir des anciens Mini notamment. C'est notamment le cas, Christophe, pour le registre de la puissance de calcul pure CPU. Et là, c'est notre classique Geekbench. Hein. Oui, tout à fait. Donc Geekbench, pour juste répéter un peu le contexte, Geekbench qui est un test complètement synthétique de calcul. Donc on pourrait avoir 4 programmes qui font des essais de calcul et des simulations de calcul complètement différents, quelque part. Geekbench, lui, ici, nous permet vraiment d'avoir une base pour pouvoir comparer les différents processeurs. Et ici, on a fait des essais avec Didier, si je ne m'abuse, oui. Sur Geekbench version 6 au niveau du processeur, donc en mono-threadé, donc vraiment sur un seul corps, et on voit que quelque part entre le M1, le M2, le M3, le M4, il y a une augmentation constante, mais un peu faiblarde. On voit que quand même, malgré tout, le M4 prend l'avantage parce que la vitesse d'horloge est plus importante sur le M4 que sur les autres processeurs Apple Silicon. Par contre, là où on voit que malgré tout, il y a cette courbe constante d'évolution chez Apple, c'est presque linéaire, comme ça, un peu, en tout cas, ça tend vers le haut. Entre le M1, M2, M3, M4, c'est comme une espèce de suite continue quand on veut faire travailler l'ordinateur sur du multiple corps. Et là, on voit en fait que effectivement, le M4 se débrouille plutôt pas mal par rapport aux autres processeurs. Et c'est une continuité en fait. C'est une suite logique du M1, M2 et M3. Ouais, c'est logique, puisqu'il y a plus de cœurs, tout simplement. Ouais. Alors, ouais, tout à fait. Après, on se rend compte quand même que si on regarde les résultats du Geekbench, à la prochaine itération, c'est-à-dire le M5, on sera 2 fois plus vite que le M1. Donc, c'est-à-dire qu'on aura doublé quand même la performance sur 5 itérations. Quoi. Et vu qu'ils en ont sorti une par an, ça veut dire que tu arrives quand même à se dire qu'aujourd'hui, alors qu'on avait dit qu'il y avait un tassement, finalement, ils arrivent à
effacer ce tassement. À continuer. Les M1 sont comme- encore très puissants pour nous. On peut les garder quand même. Nos Ah oui, oui. nos portables, on peut les garder. Le Bien tien, tu peux sûr. le garder longtemps. Non, mais Bien c'est sûr. pas la question de garder ou pas le garder. Si, c'est ce que les gens posent la question. Quand est-ce Non, qu'on non, mais renouvelle? c'est pour quel usage que tu Oui, vas bien le sûr. garder. Non, mais si on garde un Si tu usage fais du constant. bureautique, si tu dois 4 fois plus vite, pour du Word, ça va rien changer ta vie. C'est ça, c'est ça. Ce qui est Non, mais intéressant, c'est c'est que Par contre, Ouais. c'est vrai quelque part en fait que Laurent pense pas si bien dire, parce que non seulement au niveau processeur, en fait, le M5 effectivement aura sans doute, comme tu le disais Laurent, le double de capacité de calcul au niveau du CPU, mais au niveau du GPU, en fait, on y reviendra lors de nos autres essais. On y est presque, tu vois, au M1 Pro, qui se trouve être une multiplication par 2 du M1. Donc c'est plutôt dans ce sens-là, ouais. on parle du M4 Pro cette fois-ci. Ouais, peut-être rappeler ce qu'il a dans le ventre. Tu veux que je rappelle ce qu'il y a dans le ventre? Il a 14. J'ai. Tu as, d'accord. Ouais, donc il a 14 cœurs CPU, il a 20 cœurs de GPU Donc en il est- version de base. C'est beaucoup plus que le M4 tout court. Hein. C'est ça. Le cœur de CPU actuel dans ce truc, c'est le plus rapide au monde. Ah, c'est du moins ce que dit Apple. Ouais, on rappelle ce que dit Apple. Bande passante mémoire la plus rapide de 75% par rapport au M3 Pro. Ça, c'est vraiment impressionnant. Par contre. Ouais. Ouais, ça, je suis d'accord. Il y a 2 fois plus rapide que le précédent Mac Mini M2 Pro. Ouais. Ok, donc là, tu vois, ils ont pris un chiffre rond. 20 fois plus rapide que le plus rapide des Mac Mini Intel. Donc, tu vois, c'est bien parce qu'ils se comparent à eux-mêmes. Tu vois, ils ne comparent pas à Ils Intel. ne font jamais, Et le- d'ailleurs, des comparaisons à autre chose. Ouais, ils ont de temps en temps, ils se sortent une. Mais là, c'est bien, ils se comparent à eux avec une puce Intel. Donc, grosso Et ils ont modo, le Neural Engine qui est 3 fois plus rapide que celui du M1 Pro. donc ça devrait. Donc, en gros, le M4 Pro, moi, je m'attendrais à ce qu'il ait, avant de découvrir les benches, avec toi, Christophe, que nous a préparé Didier, on s'attend à avoir un Mac Mini M4 Pro au niveau du MacBook Pro. En gros, c'est ça de la semaine dernière. Ouais. Allons-y. Donc effectivement, quand tu regardes un petit peu l'appétence en fait que le Mac Mini M4 Pro a pour le calcul, tu vois qu'il y a une suite continue en fait par rapport à tous les modèles Pro en simple cœur. Et puis, à nouveau, là où le M4 Pro va se distinguer, tu vois, c'est que quand tu utilises des calculs sur plusieurs cœurs, donc en multiples cœurs, là, tu vois que le M4 Pro 14 cœurs et même presque le 12 cœurs peut commencer à s'attaquer à des Mac Studio Max, voire Ultra, dans certains cas. Ce qui est quand même dingue en fait. Donc je parle du M3 Max en fait et du M2 Ultra et c'est pour moi c'est ébouriffant en fait. C'est vraiment je suis assez enthousiaste par rapport à ce que Apple arrive à faire aujourd'hui avec ses processeurs. Donc pas la version mini mais M4 mais la version Pro est aussi rapide, on le voit en puissance brute. On va voir dans un instant que dans les tests un peu plus réalistes, l'écart est moins important, mais il met une claque au modèle au-dessus, le Mac Studio, qui lui n'a pas évolué et reste sur le M2. Donc c'était plutôt des tests théoriques. Passe maintenant aux tests plus sur le terrain, hein, avec Cinebench, quand même beaucoup également Didier. Et on revient à la puce M4. Christophe, tu es mal à l'aise, continue. Oui, donc du côté de Cinebench, les tests qui ont été effectués sur Cinebench 23, donc version 23. Et puis là, on voit en fait que c'est une progression qui est beaucoup plus linéaire en fait, beaucoup plus, une progression beaucoup plus logique en fait, on va dire, par rapport à ce qu'on voyait tout simplement vraiment de façon synthétique en fait dans Geekbench. Et on voit ici que globalement le M4 Pro 14 cœurs va être sur un pied d'égalité avec le M3 Max, tu vois. Donc là, on parle plus d'aller chercher du Ultra. Il y a 2 cœurs de plus. Hein. Ouais. Oui, bien entendu. Hein. Oui, non, ça reste une performance fantastique, mais malgré tout, en fait, on va pas chercher le Ultra, mais on va chercher le Max, avec une seule génération, parce qu'on parle du M3 et du M4. Donc c'est quand même plutôt pas mal, je trouve. Il faut le dire. Oui, Laurent. Non, je voulais dire un truc sur le prix. Non, je le prix, mais on a un chapitre. Hein, on va le comparer. Bien sûr, mais pour qu'on compare les performances et le prix, quand même, avoir un tarif. Oui, pour 1 300 €, tu as une machine qui est aussi performante qu'une machine qui coûte 1 000 € de plus. Voilà, exactement. C'est ce que Avec pas tous les mêmes connecteurs, mais. Je voulais juste dire ça, ouais. Voilà, mais on va revenir sur le. On vous a préparé un face-à-face entre ces deux machines. Quid des tests? Cette fois-ci, un autre test que Laurent, quand même beaucoup offert Didier, c'est celui de Logic 10.
Ouais, il aime bien Didier. Oui, parce que C'est encore une fois, ça reflète bien quoi la puissance de la puce, encore une fois, du Oui, CPU. Hein. mais dans un vrai usage, tu vois, c'est-à-dire C'est pas du Geekbench. non, dans un usage audio. Donc là, c'est vraiment sur de l'audio. Et donc en fait, sur Logic 10 d'Apple. C'est un test très simple pour résumer en 2 mots. Il essaye de charger un maximum de pistes et il regarde combien de pistes ils peuvent lancer simultanément. Hein. Ouais, tout à fait. Voilà, donc ça reflète bien la puissance. Tout à fait. Et donc en fait, on sait que Logic n'utilise que le CPU pour les pistes audio qui sont quand elles sont bardées d'effets. Hein, et c'est le cas de test. Hein, volontairement, il y a des effets dessus pour que ce soit lourd. Et on retrouve à peu près le même scénario, c'est-à-dire que le M4 se débrouille vraiment bien avec 15% supplémentaire face au M3. Donc déjà le M4 tout seul, il s'en sort bien. Et si tu passes au M4 Pro, et si tu prends le M4 Pro, donc avec la version 14 cœurs, tu vois, un peu gradé, ouais. il gère 10 pistes de moins que le M3 Max, par exemple Seulement, waouh. Ouais, seulement des MacBook Pro de l'an dernier. Donc tu vois, t'es pas à la ramasse, quoi. C'est très impressionnant parce que la machine demeurait silencieuse pendant les tests, c'est-à-dire qu'elle n'était pas en mode je ventile pour gérer la température. Donc si vous cherchez, vous êtes musicien, parmi les usages, on va en parler aussi tout à l'heure, quel usage pour ce Mac Mini, la version Pro en tout cas, même la version tout court, hein, mais avec un peu de disque dur, les musiciens ils vont se faire plaisir si ils viennent de la puce Intel, vous allez vraiment être dans un autre univers. Après les performances des M4 et des M4 Pro origine du CPU, quid de la puissance des GPU alors tiens, peut-être tu peux rappeler le nombre de cœurs qu'il y a maintenant au niveau GPU, mon cher Stéphane. Il y aura le M4 embarque de base 10 cœurs GPU et le M4 Pro 20 cœurs, comme l'a rappelé il y a quelques secondes Laurent. Donc il n'y a pas de cœur en plus par rapport au M3. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne dans Geekbench 6 allez, on reste avec toi, Christophe. Je te sens bien chaud sur ta lancée. Donc, Geekbench 6 qui est un test sur métal, hein, c'est ça ? C'est ça, donc c'est un test sur Metal. Donc Metal, en fait, qui est vraiment l'élément logiciel en fait qui permet de faire tourner tout le GPU, en fait, la partie graphique du Mac, c'est ce que les développeurs utilisent. Et ici, à nouveau, on part sur Geekbench 6 vers un test purement synthétique. Mais après, on va parler de jeux vidéo, donc on verra en fait si on peut ou pas faire corréler les résultats. Et on voit que globalement, à nouveau, le M4 Pro qui haut de gamme, je vais te dire, vient titiller le M1 Max au niveau du résultat graphique, au niveau des GPU. Il est quand même encore loin au niveau GPU de ce que le M3 Max peut faire ou le M2 Ultra, qui lui reste devant tout le monde malgré tout. Donc on voit malgré tout que les personnes qui ont investi dans des machines plutôt haut de gamme ou très haut de gamme dans les générations précédentes restent absolument d'actualité. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour l'avenir de Apple et l'avenir des machines. C'est-à-dire que si tu veux demain en fait acheter un Max ou un Ultra, tu sais que tu en as pour des années et des années avant de le changer. Laurent ? C'est intéressant parce que le M4 Pro se rapproche finalement en puissance, les perfs, du M1 Max de 2021. Moi, j'ai un M1 Max là. Ouais. En gros, le petit là qu'on a là, la version Pro toute simple, ouais. Ça va aussi vite que ton M1 Max. Tu t'as payé près de, je n'ose même pas imaginer à l'époque. Quelques euros. Et non, mais c'est intéressant de se rendre compte. Après, là où moi j'ai une frustration et depuis tout à l'heure j'écoute et j'espère qu'on est clair. En plus, on n'a pas trop fait de micmac, donc c'est bien. Mais ça reste quand même. On parle toujours de la lisibilité de la gamme. Ça reste quand même compliqué. C'est-à-dire de comprendre qu'il y a un modèle de base, il y a un modèle Pro, il y a un modèle. Après, il y a dans les noms des machines, il y a des Ultra, il y a des Ultra, il y a des Max, il y a des Pros. Tu sais, je reprends toujours à ce tableau de Steve et je veux pas faire le vieux parce que le quadrant magique. Oui, non, mais en disant que c'était mieux avant, mais il y avait 4 machines. Non, mais il y avait que 4 machines. Là, si tu te poses la question sur les iPads, t'es paumé. Si tu te poses la question sur les processeurs, t'es paumé. Les générations coexistent, c'est-à-dire que tu retrouves même chez Apple, ils te vendent encore des d'autres anciens générations d'iPhone. Ouais, donc l'iPhone et ceux. L'iPhone, donc ils se superposent. L'iPhone, ça va, c'est facile. Ça devient compliqué. Je veux pas. Non, mais c'est vrai que là, pour le coup, ça fait longtemps qu'on mettait toujours des Geekbench dans nos émissions, on les lisait très rapidement. Ouais. Là, je trouve qu'ils sont peut-être plus d'importance que d'habitude. Oui, parce qu'on se rend compte vraiment. Là, il y a vraiment. Encore une fois, remercie à Didier pour tous ces benches.
il reflète vraiment l'usage qu'on peut avoir si on est un professionnel de la vidéo. Et je pense sincèrement, ou de l'audio. Le but de tes émissions, c'est de savoir si on trouve ces nouvelles machines bien, si on doit acheter ou pas, et si on doit acheter versus quelle machine on avait avant. Et là, je pense que c'est les noms, etc. On s'en fout un peu, mais là, force de constater, moi, c'est vrai qu'on était enthousiaste lors des annonces. Et je pense que là, les premières performances nous confortent sur cette machine-là. Il n'y a rien à dire. Hein. Alors, on n'a pas fini avec les benches, parce qu'au registre des jeux, on voulait savoir également qu'est-ce que valait cette machine au niveau des jeux, et notamment la version de base à 699 €. Hein, tu étais très enthousiaste lors de la présentation il y a 15 jours, 3 semaines déjà. Est-ce que la version M4 est-elle vraiment taillée pour les jeux vidéo? Est-ce qu'elle peut se substituer à une console? En tout cas, le format en donne envie, mon cher Christophe. Oui, effectivement, c'est la question qu'on peut se poser, et celle qui est la plus logique à comparer à, par exemple, une PlayStation 5, c'est la version de base, le M4. Donc, si on peut reprendre le slide, le M4 avec effectivement ses 16 Go de RAM, son disque à 256 Go et son CPU 10 cœurs, GPU 10 cœurs à 699 €. Alors, c'est marrant parce que là où je suis, là d'où je vous parle, ce même Mac est à 600 €. Exactement 600 €. Toute taxe comprise. Donc c'est assez marrant. J'ai vraiment hâte de revenir du côté de la France et de la Belgique pour pouvoir en parler avec Laurent au niveau de la taxe Apple. Pas de taxe au Japon. Mais peu importe. C'est vrai qu'au Japon, c'est vrai que au Japon, c'est les iPhones sont les moins chers du monde entier. Non, mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue, vraiment, Stéphane. J'espère qu'on va pouvoir y revenir. Demain, normalement, je passe une journée avec mon pote là, Olivier Wawa de Back in Toys. On va tenter de faire un très court documentaire autour de Apple en fait au Japon, qu'on pourra passer en ORLM Express, on l'espère. Aux joueurs. Mais donc, oui, voilà. C'est pour ça qu'on le fait, bien entendu. Ici, c'est un monde à part. C'est vraiment un monde à part. Après, je vais revenir sur les benches. Hein, t'inquiète pas, Olivier. Mais c'est un monde à part. C'est un monde à part parce que effectivement, il y a des prix qui sont complètement différents de ceux de l'Europe, en neuf et en occasion. Il y a des magasins entiers d'occasion Apple à divers prix. C'est un truc de fou. Tu vas dans le métro de Tokyo, tu n'as que des iPhones, que ça. Il n'y a plus rien d'autre aujourd'hui au Japon. Donc c'est vraiment un marché très particulier. J'ai hâte d'en parler avec vous vraiment. Bon, alors pour revenir, voilà, pour revenir sur les tests, vous le savez, c'est quelque chose qu'on répète souvent. Il y a les tests synthétiques avec Geekbench, et puis après il y a les tests réels, les tests que l'on peut réaliser tous les jours, entre autres en jouant aux jeux vidéo, parce que c'est quand même assez demandeur au niveau des processeurs graphiques. Et puis là, on vous a réalisé quelques slides. Si on peut prendre le premier, par exemple, pour pouvoir éventuellement parcourir tout cela ensemble. Voilà. Donc, j'ai repris Stray, donc il y a un jeu récent, et on a d'abord repris ce qu'on avait fait comme bench, comme essai, avec le M4 Pro que l'on avait testé la semaine dernière. Et pour le comparer à notre petit Mac Mini à 699 €. Et on voit ici que le M4 Pro en Full HD, donc en 1920 x 1080, le M4 Pro, lui, délivre 151 frames par seconde, images par seconde, en moyenne, bien évidemment. Là où le M4, le petit Mac Mini M4, lui, va disposer de 66 frames par seconde. Ce qui est forcément est moins important en fait que le M4 Pro, mais comparé au M1 Pro, il tient la dragée haute au M1 Pro, qui pourtant normalement est une machine plus haut de gamme. Donc on voit ici que le M4 correspond vraiment en fait à ce qu'on peut obtenir avec un M1 Pro et même un peu plus. Donc on voit effectivement que le M4 Pro est un peu plus à l'aise que si on joue. Est-ce que c'est la même chose si on passe à la 4K, mon cher Christophe? Alors dans la 4K, là, ça s'écroule en termes de performance. Donc on le voit sur le slide qu'on vous a préparé. Le M4 Pro, lui, gardait malgré tout sa cadence à 73 images par seconde, tandis que le M4, lui, passe en dessous des 30 images par seconde, et donc juste un petit peu en dessous du M1 Pro, ce qui rend l'expérience de jeu un peu moins sympa. Tu as encore tu as essayé d'autres jeux, je crois, également.
Tout à fait. Donc là, on va pouvoir passer sur Resident Evil. Ah oui, non, effectivement. Il y avait encore un slide autour de la gestion thermique. C'est la même bonne surprise qu'avec le MacBook Pro que l'on avait testé la semaine dernière, à savoir que en début et en fin de test, après des dizaines de minutes de jeux vidéo, finalement, ça n'augmente pas énormément au niveau de la température du processeur en lui-même, du M4. Et quelques secondes après l'arrêt du jeu vidéo, il reprend sa température normale. Et donc, ce qui veut dire qu'il n'y a aucun ralentissement ni rien du tout. C'est vraiment plutôt pas mal. Donc là, on voit l'effet vraiment de la philosophie des puces Apple Silicon dont tu nous parlais tout à l'heure, Christophe. À savoir des puces puissantes mais économes parce qu'elles étaient avant tout conçues à l'origine pour aller sur des ordinateurs portables ou des smartphones. Exactement. Donc là, cette fois-ci, on change de jeu. Voilà, et on part vers un Resident Evil Village, donc le dernier Resident Evil en date. Et on le compare tout simplement au M4 Pro. Et ce M4 tient 74 frames par seconde, images par seconde en Full HD, donc c'est tout à fait jouable. Évidemment, c'est pas du tout la puissance du M4 Pro, et heureusement. Par contre, quand on le passe en 4K à nouveau sur le même jeu, à nouveau les performances s'effondrent. Et on passe sur le M4 Pro de 60 frames par seconde, ce qui reste jouable, à sous M4 du 24 frames par seconde, ce qui là reste fluide d'une certaine manière, mais pas suffisant pour la plupart des joueurs. Ouais, il y a une tendance qui commence à s'installer. Hein. On s'aperçoit peu à peu, Christophe, que pour vraiment jouer, il vaut mieux miser sur une version M4 Pro. Hein. C'est ça, exactement. Donc la bonne idée pour quelqu'un qui veut jouer régulièrement sur Mac, c'est d'investir dans un Apple Silicon M4 Pro, effectivement. Merci pour ces jeux. Encore une fois, merci Christophe, tu les as fait en plus à distance depuis le Japon, donc ça n'a pas été simple. Une question Twitter de Mano assez précise et qui est liée à ce que tu as testé. Le Mac Mini M4 est-il aussi silencieux que promis ? On l'a testé nous également. Alors nous, on a un environnement assez bruyant en régie, puisque rien que notre nodal, il crache un nombre de dB impressionnant. Donc pour nous, passer au Mac Mini, c'est juste du bonheur. Didier a fait des mesures très précises en matière de bruit. Hein. Ouais, en fait, le bruit, avec tous les tests de bruit qu'il a fait, ça ne dépasse jamais les 46 décibels. Tu vois, donc ça reste quand même audible. Hein. C'est un bruit de soufflerie léger, mais c'est loin d'un Mac Studio ou d'un ancien Mac Mini Intel, par exemple, qui était un ventilateur. Hein. Un ventilateur se mettait en route dès qu'on lançait une application un peu gourmande. Revenons cette fois-ci sur les tests et nous allons cette fois-ci nous intéresser au SSD, car Apple a pris la mauvaise habitude de brider les entrées de gamme. Qu'en est-il du Mac Mini M4 ? Alors c'est moi qui vais prendre la main. On a testé donc la version de base, le Mac Mini est de 256 Go de 2024. Et regardez, il est en effet plus lent qu'un modèle M1 vendu en 2020, car depuis 2021 et l'arrivée du Mac Mini M2, Apple a pris la mauvaise habitude de brider ses SSD. C'est malheureux à dire, mais ça le reflète. Et pour obtenir 4 ou 5 gigaoctets par seconde, il faut donc passer plutôt à la version 512 Go, et non pas à la version de base. Et si on prend un modèle 4 Tera, on dépasse même les 7 Go par seconde. Donc la mauvaise habitude d'Apple de mettre des SSD un peu juste en entrée de gamme se confirme. Y compris quand on teste le Thunderbolt 5, regardez, on a aussi testé le Thunderbolt 5 donc grâce à nos amis WC qui nous ont fourni un disque de poche Thunderbolt 5 qui est le premier du marché. C'est la surprise en cette fin d'année, l'arrivée du Thunderbolt 5 uniquement sur la version Pro, pas sur la version entrée de gamme. Donc on a comparé la version Pro et la version entrée de gamme. Je vous rappelle que le Thunderbolt 5, il atteint des débits jusqu'à 120 gigabits par seconde. On a utilisé l'utilitaire de disque comme d'habitude de Blackmagic Disk Speed pour mesurer les performances. D'abord sur le Mac Mini M4 en Thunderbolt 4 traditionnel, et on arrive avec un disque externe en lecture à un débit de 3079 mégabits par seconde contre 3006 en écriture. Si on passe à la version Pro du Mac Mini et en Thunderbolt 5, là le chiffre explose, on passe à 5117 mégabits par seconde en lecture et 5185 en écriture. Donc vraiment il y a un gain important en passant du Thunderbolt 4 au Thunderbolt 5. Mais regardez, ce qui est plus intéressant, c'est le Day Bench, c'est les benches du disque interne du Mac Mini M4, l'entrée de gamme. Il est à 2803 mégabits par seconde en lecture contre 2121 en écriture. Ça veut dire que le disque interne du M4 va moins vite que le disque externe qu'on a branché dessus de chez WC. Donc ça montre que le disque WC est un foudre de guerre, le Envoy. Deux choses en fait. Et que l'entrée de gamme elle est vraiment un peu poussive chez Apple. Donc c'est plutôt une déception le SSD.
Oui, Christophe. Oui, Laurent. Non, ça montre deux choses. Ça montre que Apple, sur l'entrée de gamme... On avait eu cette discussion avec Fred Krasa. Ouais. Il se posait la question de est-ce que finalement Apple n'utilise pas des puces un peu endommagées, tu sais, quand tu découpes tes puces, et finalement, du coup, tu briderais... Tu reconvertis des puces haut de gamme en puces entrée de gamme. Ouais. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'était Pour les SSD, je ne pense pas que ce soit le cas, c'est juste une question de coût. Hein, mais... Non, mais c'est... Mais déjà, on peut dire que si vous avez besoin d'accès disque rapide, faire de l'encodage de la copie de fichiers, il vaut mieux se diriger vers la version simplement 512 Go SSD du Mac Mini M4, ça ira beaucoup plus vite. Un petit mot à propos de notre sponsor cette semaine, il s'agit de BenQ qui vous propose cette dernière gamme d'écrans conçus sur mesure pour les Mac Mini bien sûr, mais pas seulement, mais également pour les MacBook Air et les MacBook Pro. Le modèle qu'on a en plateau, c'est le MA210U, hein, c'est un écran 27+, à côté de Stéphane, 4K UHD que nous avons eu la chance de tester toute la semaine. Il permet de synchroniser la luminosité et le volume entre votre Mac et le moniteur sans effort grâce au logiciel Display Pilot 2 pour que les paramètres simplifiés de l'écran soient similaires à ceux d'un Mac. Donc vous retrouvez vos réflexes, vos raccourcis clavier, c'est super. Il dispose donc on peut l'incliner, le mettre en mode vertical, et pour les codeurs c'est top. Vous avez une petite zone pour poser votre iPhone, c'est tout, la finition est vraiment sympa, et il dispose de pas mal de ports en arrière, notamment 2 ports USB-C en plus du port HDMI, 2 ports USB-C 90 et 15 watts. Et moi, ce que j'ai plus aimé, c'est la dalle, pas nano-texturée, mais nanomat, c'est un peu le même concept. On a encore une fois un studio bourré de lumière, et si vous êtes un professionnel de l'image, il n'y a quasiment aucun reflet, donc c'est un grand avantage par rapport au modèle de chez Apple. Donc 2 modèles disponibles, 27 et 32 pouces, à partir de 499 € et 599 € pour le 32. Toutes les infos dans la description de la vidéo, ou encore en scannant le QR code. Autre sponsor cette semaine, il s'agit bien sûr de Logitech, qui à l'occasion de la sortie des Mac Mini vendus, vous le savez, sans clavier ni souris, vous propose une large gamme for Mac, en clair taillé sur mesure pour le Mini, mais aussi tous les autres modèles de Mac. Vous disposez d'une réduction de moins 10% sur toute la gamme optimisée pour Mac en tapant le code ORLM LOGI sur le site de Logitech. Regardez la large gamme qu'il propose. Voilà. Et toutes les infos, c'est dans la description de la vidéo ou encore en scannant un QR code. Moi, j'ai beaucoup aimé la série Master MX qui propose vraiment un design ergonomique qui s'associe vraiment bien avec votre Mac. Une charge rapide USB-C, les e-switch pour passer du Mac à l'iPhone, voire à l'iPad, le rétroéclairage. Et puis, moi, j'aime beaucoup celui-là, le MX Mechanical Mini et la souris Logitech MX Master, cher à Tim Cook. Voilà, c'est dit. Allez, on passe à un point important. Quels sont les manques de ce Mac Mini ? Question sur Twitter qu'on vous a posée lors de notre deuxième sondage cette semaine. Mac Mini, quels sont les manques que vous regrettez sur le nouveau Mini d'Apple ? Le prix des options, ce que tu parlais tout à l'heure, mon cher Laurent, 29,8%. Le SSD de base insuffisant, 50,3%, et les performances aussi, on pourra rajouter ça. Pas de Wi-Fi 7, quand même, il faut le souligner, 12,9%. Et la polémique concernant le Mac Mini, c'est le positionnement du bouton on-off qui est sous l'appareil et non plus à l'arrière, 7%. Regardez cette réaction sur Twitter de Rose06. Les pratiques de surfacturation des options est une tactique marketing très connue et répandue que l'on connaît bien dans le monde de l'automobile, qui est très handicapante pour les consommateurs. C'est vraiment le combat à mener. Alors encore une fois, comme la semaine dernière, on s'était amusé à résumer les prix de la gamme Mac Mini. Elle est quand même plus simple à résumer que celle des MacBook Pro de la semaine dernière. Pour le Mac Mini M4, vous avez une version 10 cœurs CPU et 10 cœurs GPU. La version de base, 16 Go de mémoire, 256 Go, est facturée 699 €. Si vous voulez passer à la version supérieure et avoir 512 Go, ce qu'on vous conseille, 16 Go, 512 Go de SSD, ça passe à 929 €. À chaque fois, il faut rajouter 230 € chaque fois que vous voulez une option, c'est pas compliqué. Si vous voulez passer à 24 Go de mémoire, 512 Go, encore 230 €, 1159 €. Si vous voulez passer à 12 cœurs, là c'est un peu plus cher, c'est 490 € de plus, 1649 €. Voilà, ça c'est la version M4, c'est la version M4 Pro que j'ai dit là exactement. C'est la version M4 Pro. Les options, si vous voulez, donc en clair, les options sont facturées toujours 230 €, 16 Go de RAM en plus 230.
32 gigas de 460. Si vous voulez un 512 de plus, 230. 1 Tera, ça vous coûtera 460. Si vous voulez l'option 10 gigabits, ça va vous coûter 115 €. Et si vous voulez la version full spec, qui va faire du mal au Mac Studio, il faut coûter un 14 cœurs CPU, 20 cœurs GPU, 64 Go de RAM, 8 Tera de SSD et un 10 gigabits Ethernet. Ça pique un peu quand même. 5 444 €. Le prix n'est plus du tout mini. Donc effectivement, on le voit, c'est une technique d'Apple depuis 10 années. C'est la touch, Laurent Stéphane de Tim Cook, de comme ça, très bien marketer les prix, de sorte qu'on finalement on est toujours tenté de prendre le modèle au-dessus. Non, mais avant, on avait toujours une petite frustration. Il y avait d'au moins 2 ou 3 zones de frustration. Là, c'est le SSD qui est quand même relativement bas. On n'a plus la frustration de la mémoire. De la mémoire, c'est ça. De base, la mémoire, elle est plutôt bonne. Et on n'a rien à dire de plus. Moi, je pense sincèrement que de base, c'est quand même une très bonne machine, surtout si on en a une qui est très ancienne. C'est clair. Regardez cette réaction de Scramble, donc un décollage immédiat. SSD de base insuffisant, 256 Go, c'est pas sérieux pour une machine qui durera 8 ans au moins, pour beaucoup de particuliers. Effectivement, la bûche, l'absence de Wi-Fi 7 sur une machine aussi récente est quand même étonnante. Effectivement, alors si vous n'avez pas vu l'émission précédente, Laurent, c'est ce que tu disais dans le busomètre la semaine dernière, à savoir que Apple préparait sa propre puce, c'est ça, Wi-Fi 7. Oui, et donc on sait que, encore une fois, c'est une info qui a perlé, donc ils seraient en train de plancher, ce qui pourrait expliquer, de plancher sur leur propre puce, ce qui pourrait expliquer le fait que ils la sortent pas là maintenant. Ça sert à rien qu'ils payent Qualcomm ou Broadcom selon le fournisseur qu'ils prennent pour la puce, sachant que d'ici quelques mois, ils vont sortir la leur. Ouais. Et on sait que là-dessus, ils sont jamais. Alors. La norme Wi-Fi 7 a été validée, finalisée, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais à la fin dans le courant du mois d'août de cette année. Même si des sociétés avaient déjà sorti sur la base de la norme finale du matériel. Apple, c'est pas le style à faire ces choses-là en avance. Donc, j'avais fait la blague en disant, rappelez-vous de l'iPhone 1. Ouais, c'est clair. Mais bon, il faut rappeler que l'iPhone 16 Pro sont Wi-Fi 7, donc comme quoi c'est possible. C'est assez incompréhensible de mon côté. Regardez cette réaction de Mano. On a vu que l'on pouvait par choix éteindre ou non son Mac. Maintenant, la question est qu'est-ce qui est vraiment recommandé en termes d'usure du Mac? L'éteindre ou le laisser tout le temps allumé? On en a déjà parlé dans cette émission avec toi, Christophe. C'est vraiment une tempête dans un verre d'eau, cette histoire de boutons. Oui, clairement. Bon, ok, il y a peut-être un problème de design globalement, parce que c'est vrai qu'on pourrait situer le bouton sur le haut du Mac Mini ou ce genre de choses, ou permettre une préhension du Mac Mini et avoir le bouton sur le côté. Donc, ça n'excuse pas un problème de design. Mais par contre, quoi qu'il advienne, macOS est fait pour fonctionner en mise en veille, puis un réallumage et puis une mise en veille, etc. C'est un système d'exploitation qui est prévu pour ça. Et a priori, ça ne fait pas de mal, que du contraire en fait au Mac Mini et au matériel, parce que même Apple prévoit le fait qu'il y ait des mises à jour, etc. dans une mise en veille intelligente. Donc oui, c'est une tempête dans un verre d'eau, comme tu le dis. En fait, oui, il y a un problème de design, c'est sûr et certain, comme l'histoire de la souris en fait qu'on recharge par le bas. En fait, ils auraient pu faire autrement et ça aurait évité beaucoup de frustration. Apparente en tout cas, parce qu'il faut retourner le Mac en fait. Ouais, il faut retourner, il faut que tu soulèves le Mac en fait et que tu appuies. J'ai vraiment essayé ici en fait, je pouvais en utiliser un et c'est vrai qu'en fait j'ai vraiment essayé de glisser mon doigt en dessous, etc. Il y a vraiment pas moyen. Il faut vraiment le soulever et appuyer en fait. Et quand il y a la connectique branchée, ça peut être un peu gênant. Est-ce que ça peut être un problème par contre par rapport au fait que si tu le mets en rack, là ça devient compliqué par contre de situer ce bouton? Pas forcément, parce que globalement, si tu veux, pour la partie serveur, ce que l'on fait, c'est faire en sorte que la machine puisse redémarrer après une coupure de courant. Et donc, le truc, c'est que de toute façon, si tu éteins ton rack, en fait, et que tu allumes ton rack, il va s'allumer automatiquement. Sans compter sur le fait qu'en plus de ça, les personnes les fabricants qui créent les racks en fait pour pouvoir ranger les Mac Mini souvent font un système de bascule, tu vois, pour venir allumer au bon endroit le Mac Mini avec un bouton en façade. Donc ça pose pas trop de problèmes, en tout cas dans un usage professionnel de serveur.
Regarde cette réaction de officier ludique. Ce qui me manque le plus, c'est le lecteur de carte SD. C'est toi qui en parlais tout à l'heure, Christophe. C'est peut-être un détail, mais c'est la principale chose qui me donne envie de rester sur le Mac Studio, Laurent. Ouais, mais tu sais, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui utilisent. Il y a un nouveau format qui est sorti là, qui est plus le SD. Hein. Il y a un nouveau format pour la média dont on parlait dédié la semaine dernière. Ouais, et je me dis, si c'est ce qui est en train de prendre le dessus sur la photo, parce que tu as des taux de transfert plus élevés, parce que tu sais, et tu vois, travailler avec des toutes petites cartes, c'est quand même problématique et tout ça. Et si c'est plus sûr, effectivement, plus solide, moins. Peut-être que tu peux te poser la question de dire ça sert à rien de faire un lecteur de. Moi, par exemple. Exactement, je sais pas où il aurait mis. Non, mais je te donne un exemple. Moi, j'ai le lecteur ici. Dans le Mac Mini. Non, mais moi, il faut se poser aussi la question. Moi, sur mon MacBook Pro, j'ai le lecteur. Ouais. J'ai un lecteur grand format. Aujourd'hui, j'ai que des cartes petit format. Je n'ai plus une carte grand format. J'ai que des micro SD. Donc, j'ai quoi qu'il en soit besoin d'un adaptateur. Donc, forcément, je me balade avec truc. Donc, que tu aies un adaptateur ou un dongle pour le lire, ça revient au même. Ouais. En tout cas, une chose est sûre, on a listé les manques. On est là pour ça. Hein, mais de manière générale, on est quand même plutôt satisfait et voire plutôt enthousiaste de cette nouvelle machine qui, ça fait très longtemps qu'Apple n'avait proposé une machine à un prix raisonnable, autour des 699 €, même si on préférait le prix au Japon. De cher à Christophe, avec de telles performances, un tel design. Vraiment, c'est une bouffée de fraîcheur dans l'univers Mac et ça fait vraiment plaisir à tel point que ça vient titiller la gamme supérieure. On en parlait tout à l'heure notamment. Le Mac Studio, est-ce que c'est un Mac Studio killer ? C'est en tout cas ce que vous pensez comme Rose06 avec l'arrivée de ce Mac Mini. Le Mac Studio M2 Max est complètement dépassé. Est-ce que le Mac Studio M4 Max apportera une plus-value par rapport à ce Mac Mini? Alors, avec les scies, on n'en sait rien, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne se comprend pas pourquoi Apple ne fait plus rien. Là, ils sont en train de le tuer, parce que si on compare les deux machines, on a fait quelques benches, regardez, on n'a pas été très loin. Hein. On a commencé à faire d'abord un comparatif de prix, et évidemment, au terme de prix, on en parlait tout à l'heure avec Stéphane, c'est en faveur du Mac Mini. Un Mac Mini M4 Pro 12, 16, 24 Go, 62 Go, c'est facturé 1 649 €, hein, et vous avez du gigabit Ethernet, 3 ports Thunderbolt 5, 2 ports USB-C, une prise jack. Si vous voulez l'équivalent en Mac Studio, vous n'aurez pas du M4 mais du M2 Max. Vous avez quand même plus de cœurs, hein, 12 cœurs, autant de cœurs CPU. Par contre, vous avez 30 cœurs GPU, 32 Go de mémoire, donc c'est mieux, 512 Go de SSD, c'est pareil, 2399 €. Il y a 750 € d'écart. Vous avez quand même du 10 gigabits Ethernet, c'est une option à 130 € chez Apple pour le Mac Mini M4. Vous avez 4 ports Thunderbolt 4, mais ce n'est pas du Thunderbolt 5. Vous avez quand même 2 ports USB-A, ce qui est bien pratique, 2 ports USB-C en façade et de la prise jack comme sur l'autre. Donc déjà, en termes de prix, il y a un énorme écart. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne faut plus prendre le Mac Mini. Si vous prenez un modèle non ultra, le Max, aujourd'hui, regardez les performances. On les a déjà illustrées tout à l'heure, mais elles se confirment. Dans Geekbench, le Mac Mini Pro 12/16 est à 3845 et 19 666 en monocœur et double cœur et multicœur. Le Mac Studio M2 Pro, lui, est en dessous à 2600 et 14 371. On l'a vu, il y a plus de cœurs CPU. Enfin, la fréquence supérieure des cœurs CPU, il y a le même nombre de cœurs CPU, mais la fréquence est supérieure sur le M4 Pro. Il lui met une claque, c'est clair. Alors évidemment, le M2 Ultra, comme il y a plus de cœurs, reste devant, mais de pas beaucoup, en multicœur, mais pas en simple cœur. Donc encore une fois, il fait des choses assez étonnantes. Dans Cinebench, toujours pour refléter la puissance intrinsèque du processeur en mode CPU, 2254 et 19 449 pour le Mac Mini M4 Pro, le Mac Studio 1643, 14 773. Encore une fois, c'est en faveur du Mac Mini. Enfin, dans Logic, le Mac Mini M4 Pro 12/16 est capable d'avaler 200 pistes Logic, wow. Alors que le M2 Pro, et non pas le M2 Max, lui n'en mange que 156. Voilà, donc la messe est dite pour le Mac Mini, pour le Mac Studio en version Pro. La version Max tient largement encore la route aujourd'hui, et ce qui laisse à penser que logiquement d'ici quelques semaines, voire quelques mois, on devrait arriver effectivement à avoir une version boostée du Mac Studio. Le seul domaine où évidemment le Mac Studio reste supérieur, c'est dans le domaine de la carte graphique, puisqu'il y a plus de cœurs GPU. Et au registre des performances du GPU, alors le Mac Mini a 16 GPU dans la version M4 Pro contre 30 pour le Mac Studio. Et logiquement, le Mac Studio est
devant sans surprise. On a quand même voulu faire des tests moins théoriques et des tests de production grâce aux tests de Didier de Dents Première. Il fait des tests d'export en H264 qu'il chronomètre et des tests d'export en H265. On a comparé le Mac Mini M4 Pro au Mac Studio M1 Ultra et M2 Ultra. On n'avait pas de M2 Pro sous la main, mais encore une fois, vous allez voir qu'il a rien à envier au Ultra. Regardez, le Mac Mini fait les exports de pistes en 41 secondes pour le H264 et 45 secondes pour le H265. Le Mac Studio M1 Ultra avec 12 et 30 cœurs, 27 secondes et 24 secondes. Il y a un écart important, mais voilà, ça reste quand même remarquable. Et puis le Mac Studio M2 Ultra, évidemment, lui, on fonce le clou, 15 secondes pour chaque export. Donc il y a une vraie différence, comme disaient Christophe et Laurent tout à l'heure. Si vous avez des versions très haut de gamme, ne vous sentez pas frustré, vous restez largement dedans pour des usages assez exigeants, notamment en matière d'encodage vidéo. On arrive tout doucement à la conclusion de cette émission, je vous rassure, et on parle des usages. Et c'était plutôt une question qu'on vous avait adressée. Quel usage envisagez-vous pour le petit cube d'Apple ? Vous êtes 63,5% à répondre tout simplement la bureautique, le développement 13,5%, la station de montage 13,5%, la MAO, la musique assistée par ordinateur 9,6%. Messieurs, est-ce que ça vous fait envie ? Est-ce que vous voulez revenir à l'ordinateur de bureau de ton côté ? Ça donne envie, oui, bien sûr. Non, mais c'est ça qui est... vous savez, pour certains, on a des iMac depuis des années. On a même, ils étaient dans le décor, voilà, et on pensait pas obligatoirement les changer. Chaque année, on se dit tiens, c'est bon, même si on a gardé des iMac d'Intel, mais ils tiennent bien le choc parce que ça tient des années, au moins une dizaine d'années, même pour certains. Et là, comme il y a l'intelligence artificielle, parce que ça change tout, en fait. Bah là, je ne vais pas faire la conclusion de la conclusion, mais c'est vrai que... On y est, là. Je sais bien, mais pour moi, c'est enfin l'appareil qui permet de dire, tiens, voilà, ça vaut le coup de changer. Bien, comme il faut. Que ce soit pour nos usages perso, utiliser les outils d'intelligence artificielle qui en auront bien besoin. Je peux donner juste une illustration pour que vous ayez une idée de comment c'est important d'avoir des machines performantes. Le moteur de Google, admettons, c'est une unité 1. Pour ChatGPT, c'est 4. Donc, il faut juste que vous imaginiez que 4 fois plus de ressources sont nécessaires pour faire de l'intelligence, utiliser de l'intelligence artificielle. C'est pas moi qui le dis, c'est ChatGPT qui ont été obligés de déclarer ça. Et donc, je pense qu'il y a une réelle obligation de se poser la question de changer. Et là, Apple, à part le SSD, mais bon, voilà, a commis une belle machine, une très belle machine. Pour des usages bureautiques, je pense que ça ne posera pas un problème. Ça reste largement la majorité d'entre vous, Laurent. Moi, je m'étais un peu ouvert sur ce sujet. Est-ce que tu vas développer sur un Mac Mini ? Non, mais ma machine principale, c'est mon MacBook Pro que j'ai toujours avec moi. Et c'est vrai que de brancher, débrancher, de recaler les fenêtres, parfois le recalage de fenêtres quand tu reprends ton bureau. Moi, tous les matins, quand je reviens, que je rebranche mon moniteur, je suis obligé de m'y reprendre à plusieurs fois avant que l'image s'affiche. Bien que j'ai un dock, un machin, on est plutôt bien équipé. Ouais, mais je me dis, tu vois, finalement, pour une machine qui resterait, tu vois, mon bureau, c'est mon bureau, quoi, finalement. Et il faudrait juste que, comme tout est synchronisé dans le cloud... Il faut avoir un abonnement cloud, quoi. Oui, enfin, j'en ai quelques-uns, tu vois. J'aimerais en avoir qu'un, mais tu vois, et là, j'en ai 5 ou 6. On n'a pas, je sais pas, mais c'est voilà. Mais du coup, je me dis, ouais, c'est peut-être le moment. Je me posais la question de prendre une mise à jour de mon MacBook Pro. Tu vois, même s'il n'est pas encore périmé, mais il est déjà amorti économiquement. Donc, tu vois, c'est l'opportunité peut-être de le donner à quelqu'un ou de le revendre et de passer à quelque chose de plus récent. Je me dis, mince, mais c'est peut-être le bon moment pour revenir à quelque chose. Voilà. Et potentiellement, et quand je viens en déplacement, et puis quand je pars travailler, tu vois, des fois, je passe 2 mois en Corse, quoi. Donc, là, je prends ma machine, tu vois. Donc, ça me titille, là. Il est clair qu'ils ont redonné envie, Christophe, à beaucoup de gens. Ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas fait. Donner envie à beaucoup de gens de réinvestir dans des ordinateurs de bureau. Est-ce que tu sens, toi, aussi bien dans l'entreprise qu'à titre plus personnel, un regain d'intérêt? On a dit que les gens de Jam qui étaient avec nous la semaine dernière dans l'émission nous a dit qu'ils ont eu énormément de demandes sur cette machine. Tout à fait. Nous, c'est pareil. C'est identiquement la même chose.
le truc, c'est qu'en fait, il y a plusieurs facteurs. De un, il y a cette économie d'énergie qu'on recherche tous, parce que l'énergie coûte de plus en plus cher. Donc, voilà, plus on avance et plus des machines comme le Mac Mini et M4 ont du sens. L'autre chose, c'est que ça permet pour les personnes qui sont en mobilité, mais qui sont de temps en temps au bureau, de pouvoir se dire, un petit peu comme Laurent, de pouvoir se dire je conserve peut-être mon MacBook qui a quelques générations de retard, mais c'est pas grave parce que dès que je vais devoir faire des tâches un peu plus lourdes, je vais pouvoir les faire sur mon Mac Mini M4 Pro par exemple. Donc moi je pense que c'est un ordinateur qui a vraiment énormément de chance. Moi ça me fait très envie. Tu le sais Olivier, j'ai un Mac Mini M2 de base pour faire tourner nos lives et qui est toujours prêt à la maison, je le remplacerais bien par un Mac Mini M4 parce que ça me permettrait, de faire nos lives, de pouvoir, faire le montage, en faire une station de montage vraiment sympathique et puis qui vient vraiment suppléer mon MacBook M1 Pro et puis de temps en temps faire un peu de jeux vidéo, pourquoi pas quoi. Encore une fois, on l'a dit tout au long de cette émission, ça fait très longtemps qu'Apple n'avait pas sorti une machine aussi offrant un rapport prix-performance aussi intéressant et puis une machine qui est plutôt sexy, vraiment une bouffée d'air frais dans l'univers Mac et ça nous fait plaisir. Pour conclure, une réaction Twitter de Roséot06. Pour le moment, je possède un MacBook Pro et M1 Pro, juste la version en dessous de toi, mon cher Laurent. Faute de moyens, enfin surtout des dépendances qui vont arriver bien plus importantes, je vais rester sur ce dernier, mais j'ai très envie de passer sur un ordinateur fixe et ce Mac Mini me fait de l'œil pour le développement notamment. Comme moi, avec un puce M4 Pro, 24 Go de RAM et 1 Tera de stockage en configuration minimale, ce serait incroyable. Si mon boulet pouvait investir dedans, je serais ravi. Voilà, on a passé le message pour vous. On verra s'ils vont investir pour vous. Allez, les amis, on passe à vos coups de cœur. Stéphane, on commence avec toi. Alors, je le prends dans ma poche. Qu'est-ce que c'est ? Ceci est une révolution. C'est quoi ? C'est des AirPods ? Ce sont les Buds Pro 3 de Samsung. Ok. Encore Samsung. Justement, je pense que si Steve Jobs était de ce monde, il engueulerait les équipes d'AirPods. Ouais. Parce qu'ils se sont fait copier par Samsung. Ouais, mais en mieux. Je vous dis, j'ai halluciné. J'ai justement halluciné. Je vous te ferai écouter après, tu verras. Mais en plus... donc c'est des intras. Hein. Des intras. Donc ça c'est des concurrents des AirPods Pro. Exactement. Et en plus... Vous écoutez le son, mais je vous dis, je te ferai écouter juste après, mais j'ai rarement eu une telle expérience. Bien sûr, ça marche sur les iPhones, en Bluetooth. Ils sont en plus, il y a tout un tas de commandes que je n'ai jamais fait, mais tout est copié en mieux. Ah ouais, c'est ça. Ils ont copié la forme. Ils ont copié la forme du boîtier. Ouais. Ils ont copié la forme des écouteurs. Oui. Par contre, ils les ont mis de l'autre côté, juste histoire de dire. Oui. Eux, ils les rangent. C'est quoi ? J'ai essayé de le mettre. C'est étonnant parce que les modèles les générations précédentes, ils avaient un tout autre design. Ouais. Et il revient avec les. Alors, je me souvenais des moqueries sur les petites tiges. Ouais. Que l'on met. Qui ressemblaient à des Oral-B. Tout le monde s'y met, quoi. Bien évidemment, mais c'est ce qu'il y a, c'est qu'Apple a été les premiers. Et là, c'est pour ça que je dis Steve Jobs, s'il avait été de ce monde, il aurait dit, mais qu'est-ce que vous foutez ? Cette boîte maker, quoi. Cette boîte. En gris, c'est beau en gris. Ouais, mais. Encore une fois, ils copient les formes, ils copient les boîtiers, justement, mais ils copient les bracelets. Le rendu, toi, tu as trouvé meilleur. Tu écouteras, tu verras. J'ai rarement eu audio spatial comme tout, mais tout. Je l'ai pas appairé à mon iPhone en 1 seconde et demie. C'était fabuleux. Voilà, je te ferai écouter 2-3 morceaux ou un petit bout de morceau. C'est fabuleux. Je sais pas. Et en plus, il y a une offre. Tombé sur le champ de l'attaché de presse. Mais non, même pas. C'est un gars d'Orient, si tu m'écoutes. Que se passe-t-il, mon cher ? Non, mais non. Et en plus, il y a une belle offre pour le Black Friday en plus. Non, mais je l'ai découvert après. Ça n'a rien à voir. Voilà. Allez, Christophe, on enchaîne avec toi. Alors de mon côté, moi je suis tombé amoureux d'un logiciel qui s'appelle iMazing, que vous devez peut-être connaître. Il est très très chouette parce que globalement ça nous permet, donc on achète une licence ou on le paye au mois ou bien on achète une licence pour toute la vie. Ça coûte entre 30 et 40 € la licence. On branche son smartphone Apple sur son Mac et automatiquement, on a accès à l'intégralité des données qui se trouvent sur le smartphone. Je vous ai fait quelques captures d'écran où il est possible de facilement importer, exporter, etc., utiliser le câble qui relie à l'iPhone
Franchement, c'est top. On peut faire une sauvegarde, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Ils ont d'autres logiciels parce qu'ils ont vraiment toute une suite logicielle pour faire de la gestion de smartphones Apple. C'est vraiment vraiment super cool. Si vous voulez faire des sauvegardes rapides ou bien aller piocher dans les fichiers de votre smartphone sans passer par AirDrop, c'est vraiment le logiciel qu'il vous faut. Et en plus, c'est un logiciel génial parce que même si on n'achète pas on n'achète pas la licence, il y a dans le menu, il y a un truc qui permet de voir si notre téléphone a été piraté avec des spyware. Ah, ok. Donc c'est vraiment très utile. Très utile, très utile. Beau coup de cœur. Merci, Christophe. Laurent, ton coup de cœur. Mon coup de cœur, c'est un livre, une fois n'est pas coutume. Donc, c'est un livre qui est sorti hier. Enfin, hier, quand l'émission sera diffusée, ça fera quelques jours. Hein. Mais donc, c'est le livre Mercredi. de Pierre Gobil. Ah oui. Donc Pierre Gobil, c'est un serial entrepreneur français. Ah oui, j'ai des notes, mais elles sont en verte. Donc, mais j'ai des marque-pages verts, donc je les cache parce que sinon ça fait un trou. Et donc Pierre Gobil, c'est un serial entrepreneur. Il a créé plein de logiciels. Il en a fait quelques IPO. Il a monté un fonds et aujourd'hui il accompagne des startups avec sa société qui s'appelle 34 éléments. C'est un personnage très très direct, très no bullshit quoi, comme je dis toujours. Et il a fait un bouquin, donc c'est la méthode radicale pour te débloquer. Et c'est vrai que c'est un bouquin sur le déblocage, non pas de start-up, mais de start-upers. Et c'est hyper bien fait, c'est hyper pratique. Et il y a des exercices à faire. C'est l'associé de Carlos dans Refiner et Géraldine Lemeur dans Refiners. Mais moi, je suis très très grand fan de Pierre Gobil. À chaque fois que j'ai une discussion avec Pierre Gobil, je sors pas indemne, hein, parce que il te répète des choses que tu sais, mais il te conseille jamais. Il dit jamais il faut que tu fasses ça comme ça. Il te fait le faire toi-même en disant mais tu crois pas que tu devrais là, tu dis ah oui, c'est un psy, mais il a tellement raison et ça t'énerve à chaque fois. Donc voilà. Et là, en fait, il a eu un accident de vélo. Il était enfermé chez lui, tu vois, il pouvait pas bouger. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit je vais mettre ce temps à profit pour écrire. Et ce bouquin, c'est pas aussi bien que Pierre en vrai. Donc il propose quand même ses formations en ligne et tout ça, mais c'est un bon condensé. Et pour quelqu'un qui soit un entrepreneur qui veut accepter de se challenger, c'est un bon challenge. Ou un entrepreneur qui voudrait se lancer, c'est une bonne façon de truc. Vas-y. Non, Apple, il tombait directement sur citation d'Apple et non pas de Samsung. Nous créons des outils pour l'esprit pour faire avancer l'humanité. Prenons quelques exemples pour m'illustrer ce qu'est un purpose. Oui, tout à fait. Voilà, et ces auditions, l'Académie en ligne, c'est ça, c'est l'éditeur. Mais c'est bien, le purpose. En fait, c'est édité par Amazon. C'est génial. D'accord. Ah bah, écoute, 9 € en Kindle, 25 € en papier. Même le prix varie. Ouais. Alors là, c'est très vilain parce qu'il y a des gens qui touchent à mon script, donc je vais quand même vous lire ce qui est marqué. Est-ce que vous avez une chatte, les amis? Qui a touché à ça? Merci, Christophe. C'est toi? Non, c'est toi, Christophe. Bon, plutôt, est-ce que vous avez un chat? Voilà. Et si vous avez un chat et que vous êtes connecté, voici la nouvelle chatière connectée. Ça coûte à partir de 200 €. T'as une chatte, toi? Non, mais ça marche avec les petits chiens aussi. 200 € et ça vous permet à distance de bloquer l'entrée ou la sortie du chat. S'il fait froid, en ce moment, il y a plutôt des intempéries en région parisienne. Pas très bon qu'ils sortent dehors. Ouais. Ça permet de savoir si le chat est en forme. Vous êtes alerté. Voilà, c'est l'outil indispensable, la chatière connectée. On va en parler très prochainement, on vous promet, dans une émission spéciale Maison Connectée qu'on tisse depuis plusieurs semaines et qu'on va réaliser à la fin de l'année. Si on trouve un lieu pour ça, bien sûr, mais on y travaille grandement. Voilà, merci messieurs d'avoir participé à cette heure. On fait le Mac. Merci Laurent, merci Stéphane, merci Christophe de t'être levé tard et couché... non, d'être levé tôt et couché tard pour avoir testé le Mac Mini du côté du Japon. Et il nous revient vite, et n'oublie pas les Mikado. Je te promets que je reviens avec des Mikado, mais qui ne s'appellent pas Mikado. Hein, oui, mais je ne sais pas le dire en japonais. Voilà. Et c'est la fin de ce 531e épisode de Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci encore pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On va essayer la semaine prochaine de faire une sorte de face-à-face. On va voir entre peut-être l'iMac et le Mac Mini. Ou à moins qu'on vous réserve une surprise. Soyez attentifs. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce. N'oubliez pas, lundi, le retour de Refait la F1 après le Grand Prix de Las Vegas. Et n'oubliez pas également de vous faire plaisir et de passer un bon moment avec nous ce week-end. En tout cas, avec nous, c'est toujours un moment génial de vous retrouver chaque week-end. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Salut.